L'histoire commence à Shanghai. Dans une pièce tranquille, une femme aux cheveux bleu-vert, Zhang Wangchen, allaite son fils nouveau-né. Elle murmure à son bébé, Chen Shen, qu'il a de la chance de ne faire que manger et dormir, souriant à l'idée que si elle perd son sommeil à cause de lui, cela en vaut la peine s'il grandit en bonne santé. Sans le savoir, le bébé n'est pas ordinaire. Il est réincarné et possède la conscience de sa vie antérieure. Alors qu'il tète, il constate que son cerveau n'est pas encore pleinement développé. Et pourtant il est parfaitement conscient. Un écran de statut bleu, semblable à celui d'un jeu, apparaît, l'identifiant comme Lin Zichen, âgé de 33 jours, avec un niveau biologique de rang ordinaire 1. Il réalise qu'il possède une capacité spéciale, une sorte de triche. À 3 mois, Lin Zichen est dans son berceau sous le regard de ses parents, Zhang Wangchen et Lin Yancheng. Son père remarque à quel point le bébé semble physiquement doué, prédisant qu'il deviendra un puissant fusionneur de gènes, ou du moins un cyborg. Alors qu'il parle, Lin Zichen donne des coups de pied. Une notification du système annonce qu'il a donné 10 000 coups de pied, ce qui lui accorde l'attribut biologique, usage et progrès. Cette compétence permet à toute partie de son corps qu'il entraîne de devenir infiniment plus forte, dans les limites du carbone. Il sent sa force augmenter et se demande ce que son père a bien pu vouloir dire par fusionneur de gènes et cyborg, imaginant des super-héros. À 4 mois, Lin Zichen a appris à s'asseoir et à ramper. Pour éviter d'effrayer ses parents avec son développement anormalement rapide, il ne s'entraîne que la nuit. Chaque fois qu'il rampe, son système le récompense avec des points. 1 mois plus tard, à 5 mois il maîtrise la marche. À 6 mois, il peut enfin s'asseoir et ramper devant ses parents, sans que cela ne paraisse trop étrange. En regardant la télévision, un reportage sur les bêtes aberrantes montre des fusionneurs de gènes et des cyborgs unissant leurs forces pour les combattre. Pour la première fois, Lin Zichen comprend que ce monde est radicalement différent du sien. Il apprend que cette terre a muté, donnant naissance à des créatures terrifiantes, appelées bêtes aberrantes. Pour les combattre, l'humanité a développé 2 voies. La première est l'ascension mécanique. Les humains modifient leur corps avec la technologie pour devenir de puissants cyborgs. La seconde est la modification génétique. Les humains fusionnent leurs gènes avec ceux des bêtes aberrantes, devenant des fusionneurs de gènes pour combattre les monstres avec leur propre puissance. Conscient des dangers, Lin Zichen réincarné résolve d'utiliser son système pour grandir en sécurité, faire évoluer ses capacités tout en restant discret, et survivre dans ce monde périlleux. Un jour, la sonnette retentit. Zhang Wangchen ouvre à une femme en robe bleue, Xiu Ningmeng, leur nouvelle voisine. Guan présente sa famille, son mari Shen Jiani, et leur jeune fille Shen Qinggan, qui serre une poupée contre elle. Lin Zichen regarde la petite fille aux cheveux violets. Il reconnaît en Shen Qinggan sa première amie dans ce nouveau monde, sentant que leurs destins seront un jour étroitement liés. Le temps passe, et Lin Zichen se consacre à son entraînement. À 7 mois, grâce à sa compétence, usage et progrès, il maîtrise la course, le saut et les bases du langage, en se parlant à lui-même, gagnant des points de stats pour chaque activité. À 8 mois, son entraînement a progressé jusqu'aux abdominaux et aux pompes dans son berceau. Il veille à ne pratiquer que lorsque ses parents sont absents. Mais un jour, sa mère, Zhang Wangchen, entre sur le balcon et est choquée de voir son fils de 8 mois faire des abdominaux. Elle se frotte les yeux, incrédule. Cependant, étant une auteure de romans web, elle met cela sur le compte d'une hallucination due au stress. Lin Zichen feint immédiatement de dormir, pousse un soupir de soulagement, et note mentalement d'être plus prudent. Quelques jours plus tard, alors qu'elle lui donne son bain, Zhang Wangchen fait une autre découverte choquante. Elle appelle son mari, Lin Yancheng, en hurlant. Lorsqu'il se précipite, elle lui montre que leur fils de 8 mois a des abdominaux dessinés. Lin Yancheng est stupéfait. Il suggère, excité, que leur fils pourrait être un prodige unique, promis à un avenir brillant en tant que puissant fusionneur de gènes ou cyborg. Entendant cette narration de génie, Lin Zichen est soulagé que son secret soit safe, réalisant sa chance d'avoir 2 auteurs de romans web comme parents. Lin Zichen réfléchit que sur cette terre mutée il n'est pas le seul génie. Lui et sa mère regardent à la télévision un reportage sur un enfant de 2 ans d'une famille de arts martiaux qui peut soulever un haltère de 20 kg d'une seule main. Zhang Wangchen serre son fils contre elle, affirmant fièrement que son Chen Shen est tout aussi incroyable. Lin Zichen est touché par la confiance de sa mère et se demande s'il pourra aussi soulever 20 kg à son 2e anniversaire. Lorsque Lin Zichen fête ses 2 ans, son entraînement porte ses fruits. Il est resté discret tout en développant secrètement sa force, soulevant facilement un poids de 20 kg d'une seule main dans le débarras. Sa session est interrompue lorsque sa mère appelle pour lui dire que Han Han, le surnom de Shen Qinggan, est là pour jouer. Surpris, il repose le poids et sort. Il ouvre la porte pour trouver Shen Qinggan, maintenant aussi âgé de 2 ans, qui lui tend une tarte. Lin Zichen remarque intérieurement qu'en raison de leurs âges mentaux différents, ils ne jouent pas de manière conventionnelle. Alors que Hanan est une petite fille typique, il utilise chaque moment pour s'entraîner. Il a trouvé un moyen unique de passer du temps avec elle.
Comme elle aime rester collée à lui, elle sert de gilet lesté parfaitement adapté à ses exercices. Cependant, il y a un problème récurrent, dont il se souvient lorsqu'il sent une chaleur humide et s'écrie que Hanan l'a encore pissé dessus. Une autre année passe. À 3 ans, la force de Lin Zichen a cru exponentiellement, et il peut soulever un poids de 40 kg d'une seule main. En regardant la télévision, il voit un reportage sur un prodige de 4 ans, soulevant un haltère de 30 kg, et note avec satisfaction qu'il est déjà plus fort. Malgré ses progrès, son système indique toujours que son niveau biologique est ordinaire 1. Il se demande ce qu'il faudrait pour atteindre le niveau 2. Avec ces questions en tête, il sort de chez lui pour la première fois. Le monde extérieur est un paysage urbain futuriste époustouflant, peuplé d'hommes bêtes et de cyborgs, qu'il suppose être les fusionneurs de gènes et les cyborgs dont il a entendu parler. Accompagné de sa mère et de leur voisine, Xu Meng et Shen Qinggan, il se rend à la bibliothèque. Comme ses parents ne le laissent pas utiliser d'appareils électroniques, les livres sont sa meilleure source d'information. À la bibliothèque, sa mère l'oriente vers la section jeunesse. Mais Lin Zichen se dirige vers les encyclopédies avancées, tandis que Shen Qinggan, inquiète, le suit. Les mères regardent, perplexes. Xu Meng demande pourquoi il aime ces livres, et Zhang Wangchen devine que ce sont ses gènes de génie. Alors que Shen Qinggan lui offre des biscuits, Lin Zichen est absorbé par sa lecture. À travers les livres, il apprend que toute vie est catégorisée en 6 niveaux biologiques. Ordinaire, avancé, rare, épique, légendaire et mythique, chacun divisé en 9 rangs. Il réalise que les humains normaux comme ses parents sont tout en bas, ordinaire 1, aussi insignifiants que des fourmis comparés aux êtres de niveau supérieur. Cette connaissance attise une urgence en Lin Zichen. Il doit accélérer son entraînement tout en maintenant sa couverture. Son système l'alerte d'une nouvelle quête. Lire 100 millions de caractères pour être récompensé par la racine céleste de la sagesse. Excité à l'idée de former à la fois son esprit et son corps, il accepte. Pendant l'année suivante, Lin Zichen partage son temps entre l'entraînement physique et une lecture vorace. À 4 ans, lui et Shen Qinggan commencent la maternelle, tenant la main de l'enseignante, Madame Zhang Mei. Son travail acharné porte ses fruits. Peu après le début de l'école, il atteint le niveau ordinaire 2. Sa puissance physique est immense. Il peut soulever un poids de 80 kg d'une seule main, sauter en hauteur 2 mètres, et sprinter 100 mètres, en moins de 11 secondes. Des statistiques exceptionnelles pour un adulte, sans parler d'un enfant de maternelle. Un jour, il trouve des enfants entourant une Shen Qinggan en larmes, la traitant de pisseuse au lit. Voyant son ami maltraité, il sait qu'il doit agir. Il bondit dramatiquement au centre des intimidateurs. Il leur lance un regard noir et profère une menace terrifiante. Si quelqu'un harcèle à nouveau Han, il pissera sur leur lit tous les jours. La menace, enfantine mais menaçante, fonctionne. Les brutes éclatent en sanglots, jurant de ne jamais revenir à la maternelle. Shen Qinggan regarde son protecteur avec admiration. Cet acte débloque un nouveau succès, le titre de roi de la maternelle, et une nouvelle série de quêtes. Il est ravi de pouvoir travailler sur plusieurs quêtes à la fois. 6 mois plus tard, il termine sa quête de lecture. Ayant lu 100 millions de caractères, il est récompensé par la racine céleste de la sagesse, qui lui confère une mémoire édétique parfaite et une capacité d'apprentissage au summum de l'humain. Le temps file, et bientôt, lui et Shen Qinggan ont presque 7 ans, posant pour leurs photos de fin de maternelle. Même pendant les vacances, Lin Zichen ne se repose pas, maintenant assez fort pour s'entraîner avec un haltère massif de 200 kg. Durant ces vacances, ses capacités atteignent de nouveaux sommets. Il pouvait sauter plus de 2 mètres de haut et avait franchi la barrière des 8 secondes aux 100 mètres, avec un temps de 7,98 secondes. Son esprit était tout aussi affûté. Stimulé par son nouvel attribut, il avait déjà terminé la majeure partie du programme scolaire primaire. Sa nouvelle vie commence à elle, école primaire Sunshine. Comme il étudiait déjà seul des sujets avancés, les compétitions académiques étaient faciles. Il a remporté sans effort la première place au concours national académique des écoles primaires, juste pour débloquer son titre le plus rapidement possible. Dès qu'il avait du temps libre, il donnait des cours particuliers à Shen Qinggan. Bien qu'elle ne soit pas un talent exceptionnel, elle était diligente. Avec son aide, ses notes se sont considérablement améliorées, et après un semestre, elle était classée 2e de la classe, Lin Zichen occupant la première place. Pour accélérer sa quête, il a également participé aux rencontres sportives de l'école, battant tous les records. Alors qu'il pensait que sa vie scolaire continuerait dans cette routine prévisible, une nouvelle élève spéciale est apparue. L'enseignante a présenté la nouvelle venue, une fille aux longs cheveux bleus argentés nommée Bai Xue. Lin Zichen a immédiatement su qu'elle était différente. Alors qu'elle se tenait sur le pas de la porte, il pouvait sentir une aura inhabituelle et faible, qui n'appartenait pas à un humain normal. Alors que la nouvelle élève, Bai Xue, marche pour trouver un siège, les autres élèves la regardent avec curiosité.
Shen Qinggan se penche vers Lindsay Chen, qu'elle appelle Xiao Chen, et chuchote à propos de la beauté des cheveux de Baeksu, semblables à des flocons de neige hivernaux. Cependant, Lindsay Chen n'est pas d'humeur à discuter d'esthétique. Alors que Baeksu s'assoit près de lui, son esprit est préoccupé par Lul, étrange aura non humaine qu'il perçoit d'elle. Il se demande si elle pourrait être une fusionneuse de gènes, ou la descendance d'une telle personne. Dans les jours qui suivent, Baeksu s'avère être une énigme. Elle ne parle à personne et pose sa tête sur son bureau dès la fin du cours, restant immobile. Elle se lève à peine même pour aller aux toilettes. Au début, les élèves sont curieux, allant jusqu'à prendre des photos avec elle pendant qu'elle dort. Mais comme son comportement ne change pas, ils perdent l'intérêt. Et la classe retrouve sa routine. Cette paix est brisée plus d'un mois plus tard. Un phénomène bizarre commence. Baeksu se met à sécréter un liquide blanc et visqueux. La substance a une odeur fétide et dégouline sur ses vêtements et ses jambes. Les autres élèves réagissent avec dégoût, se plaignant de l'odeur terrible. Un garçon malveillant ricane un commentaire grossier sur le liquide, et lui verse alors sa bouteille d'eau sur la tête, prétendant qu'il la nettoie. Humilié et trempé, Baeksu serre son poing sur le bureau, et des larmes ruissellent sur son visage alors qu'elle se met à pleurer, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Les brutes éclatent d'un rire cruel face à sa détresse. Observant la scène depuis leur bureau, Shen Qinggan se tourne vers Lindsay Chen, avec une expression inquiète, demandant s'ils peuvent aider la pauvre Baeksu. Lindsay Chen est confus. Il avait senti que Baeksu était dangereuse, alors il ne comprend pas pourquoi elle pleure. Il accepte d'aider. Alors qu'il marche vers les brutes, il fait une évaluation. Bien qu'il ne la comprenne toujours pas, il réalise que pour l'instant elle n'est pas une menace. Elle est juste une fille faible en train d'être harcelée, et il doit intervenir. Lindsay Chen s'approche du chef des brutes et l'attrape par le col, l'appelant par son nom, Guanchun. Avec un sourire menaçant, il ordonne au garçon d'essuyer l'eau sur le bureau de Baeksu. Guanchun est terrifié et balbutie qu'il va l'essuyer tout de suite. Les autres brutes savent qu'ils ont des ennuis. Lindsay Chen est connue dans toute l'école pour être douée à la fois dans les études et dans les bagarres. Même les élèves de 6e n'osaient pas l'embêter. Sachant qu'il vaut mieux obéir, ils attrapent rapidement des mouchoirs et nettoient le désordre. Une fois le bureau nettoyé, le regard de Lindsay Chen balaie le groupe. Il ordonne à tous ceux impliqués de s'excuser immédiatement auprès d'elle. Les brutes, transpirants et terrifiés, s'exécutent rapidement. Ils font la queue devant son bureau, et s'inclinent, présentant leurs excuses, et promettant de ne plus jamais la harceler. Les brutes parties, Baeksu lève les yeux, ses yeux encore embués de larmes. Elle les remercie avec gratitude, Lindsay Chen et Shen Qinggan. Shen Qinggan pose une main réconfortante sur elle, épaule de Baeksu, lui disant que les camarades de classe sont censés s'entraider. À partir de ce jour, Shen Qinggan fait de sa mission d'être l'ami de la silencieuse fille aux cheveux blancs, traînant toujours Lindsay Chen avec elle. Les trois commencent à passer leur temps libre ensemble. Shen Qinggan est particulièrement gentil, partageant toujours ses snacks les plus savoureux avec Baeksu en premier. Durant l'un de ces moments, alors que Shen Qinggan lui offre une friandise, Baeksu hésite. Elle les regarde et demande s'ils ne sont pas dégoûtés par elle à cause de son odeur. Elle s'excuse de ne pas leur faire confiance, mais depuis qu'elle est petite, elle a toujours été rejetée par tout le monde. Que quelqu'un soit gentil avec elle semble si irréel, qu'elle pense devoir rêver. Baeksu lève les yeux, surprise, lorsque Shen Qinggan lui affirme fermement que ce n'est pas un rêve. Shen Qinggan sourit doucement et dit qu'elle sait ce que c'est, alors elle ne serait jamais dégoûtée par elle. Elle déclare qu'aussi longtemps que Baeksu le voudra, elles seront amies pour toujours, entraînant un Lindsay Chen légèrement exaspéré dans cette promesse. Submergé par l'émotion, Baeksu serre Shen Qinggan dans ses bras. Des larmes de gratitude coulent sur son visage, alors qu'elle les remercie pour leur gentillesse. Après s'être ressaisie, elle leur dit qu'elle veut leur offrir un cadeau en retour. Elle tend un collier orné d'une paire de crocs de bête, expliquant que c'était un cadeau d'anniversaire de sa mère. Elle le leur donne, espérant que cela puisse être un symbole de leur amitié. Shen Qinggan accepte avec enthousiasme, et les trois enfants se tiennent ensemble dans la cour de l'école au coucher du soleil, déclarant joyeusement qu'ils seront amis pour toujours. Cependant, alors que leur nouvelle amitié venait de se sceller, l'inattendu se produisit. Un jour, Shen Sandy est stupéfaite d'apprendre que Baeksu a quitté l'école. Lindsay Ken le confirme, révélant qu'il l'a vu remplir les papiers de radiation. Il revoit la scène dans sa tête, observant depuis la porte du bureau du directeur. Il a vu Baeksu avec le directeur, et un homme grand et intimidant aux bras cybernétiques. Le directeur assurait à l'homme que les papiers de Baeksu étaient complétés, et que ces informations resteraient confidentielles. Cette rencontre confirma les soupçons de Lindsay Chen. L'identité de Baeksu n'était pas simple. À partir de ce jour, il ne revit jamais Baeksu, restant à se questionner sur elle. Mais il note que les événements qui suivirent sont ce qui captiva véritablement son attention. Quelque temps plus tard, Lindsay Chen est chez lui et donne un massage des épaules à sa mère, Zhang Wangshen.
Elle soupire de soulagement, lui disant que le massage est parfait après une longue journée à taper sur son clavier. Lindsay Chen note intérieurement qu'il a appris des techniques de massage professionnelles grâce à sa racine céleste de la sagesse, et est surpris de son utilité. Leur soirée tranquille est interrompue par un important reportage aux informations. Il met en lumière une autre réalisation incroyable du prodige de Kyoto. À seulement 10 ans, le garçon a réussi à fusionner avec des gènes de bêtes aberrantes, et peut maintenant soulever un rocher de 500 kg d'une seule main. Lindsay Chen reconnaît le garçon et réalise avec un choc que son rival a déjà commencé la fusion génétique. Son père, Lin Yansheng, se plaint que le prodige de Kyoto est toujours à la télévision, se demandant si on essaye d'en faire un influenceur. Les parents en discutent. Lin Yansheng explique que le garçon vient d'une famille de arts martiaux millénaires. Ils doivent donc posséder une technologie de fusion génétique avancée. Zhang Wangchen rétorque qu'il est wrong d'utiliser un enfant comme cobaye. Son mari contredit en disant que pour une telle famille, les intérêts familiaux passent d'abord, ce qui lui vaut un sarcastique tu sais tout de sa femme. Pendant que ses parents se chamaillent, Lindsay Chen est plongé dans ses pensées. Il se souvient qu'avant la fusion, le prodige pouvait soulever 100 kilos. Maintenant, il peut en soulever 500, une multiplication par 5. En comparaison, Lindsay Chen, à seulement 8 ans, peut déjà soulever un poids de 300 kilos d'une seule main, sans aucune fusion génétique. Il conclut, en serrant le poing avec confiance, que son propre potentiel est bien plus grand. Sa confiance était au zénith, mais ce sentiment fut de courte durée. Le reportage suivant lui apprit la véritable signification de la peur. Une nouvelle en direct montre une ville d'un pays voisin complètement dévastée par une explosion massive. Le reportage indique que, d'après les images, l'attaque a été perpétrée par des rats aberrants géants. Écran montre des images horrifiantes de rats monstrueux envahissant les ruines, capturant une femme hurlante dans leurs mâchoires massives, puis la dévorant sauvagement. Le reportage continue, confirmant que des hérétiques étaient responsables de l'attaque des rats aberrants, attisant les flammes depuis l'ombre. Lors d'une conférence de presse, un officiel du pays Sakura dévasté implore une aide internationale, expliquant que les hérétiques sont une secte obscure manipulant les bêtes. En regardant les informations, Lindsay Chen apprend que la secte est une organisation anti-humaine de traîtres, qui servent les bêtes aberrantes pour leur propre gain. Il se sent soulagé d'être né dans un pays puissant et stable, lui offrant un endroit sûr pour grandir en force, tout en restant discret. Ses pensées sont brisées par des bangs supersoniques dehors. Il se précipite à la fenêtre et écarte le rideau pour voir un escadron de cyborgs lourdement armés, volant dans le ciel nocturne. Il se demande pourquoi tant sont déployés, espérant qu'il ne se passe rien de grave. Le lendemain matin, tout semble normal. Lindsay Chen attend Shen Qinggan, qui arrive en courant, s'excusant pour son retard. Alors qu'elle approche, il remarque quelque chose d'étrange. Le collier de croc de bête offert par Bai Xu, maintenant porté par Shen Qinggan, émet une lueur bleue vive. Il réalise que le croc provient d'une bête aberrante, et est la source de la faible aura non humaine qu'il avait sentie chez elle. La lueur disparaît aussi vite qu'elle est apparue, et il NY pense plus. Cependant, entre les cyborgs et la réaction du croc, Lindsay Chen sent que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Sur le chemin de l'aile, école, une femme frappante aux longs cheveux roux, vêtue d'une robe noire, s'appuie contre un lampadaire et les observe. Elle commente à quel point ils sont des enfants adorables, et se place devant eux, demandant s'ils sont frères et sœurs. Shen Qinggan la corrige fièrement, expliquant qu'ils sont meilleurs amis depuis l'enfance. La femme sourit avec nostalgie, remarquant qu'elle aussi aurait aimé avoir un ami d'enfance. Puis, son expression devient sinistre. Elle se penche, les yeux scintillants, et demande pourquoi ils vont à elle, école seule, et où sont leurs parents. Alors que Shen Qinggan commence à répondre, Lindsay Chen attrape rapidement sa main, la coupe en net. Il l'entraîne, déclarant qu'ils vont être en retard, laissant la femme mystérieuse derrière eux. Une fois à une distance sûre, il lui reproche gentiment de ne pas parler aux étrangers. Elle hoche la tête. Après école, Lindsay Chen les guide à travers une ruelle déserte. Shen Qinggan commente nerveusement à quel point c'est effrayant. Lindsay Chen explique que la zone est programmée pour la démolition et que tout le monde a déjà déménagé. Leur marche est interrompue par une voix familière. La femme rousse du matin apparaît, commentant qu'ils sont enfin sortis de école. Elle n'est pas seule. Un homme grand et musclé nommé Sheng est avec elle. La femme dit à Sheng qu'elle a les enfants ici. Lindsay Chen est alarmée. Il avait délibérément choisi un chemin différent, mais elle les avait d'une manière ou d'une autre suivis. La femme essaye de les attirer avec une voix douce, leur offrant des friandises. Son complice, Sheng, s'impatiente. Il lui dit d'arrêter de parler, et d'assommer les enfants pour en finir. Sans un mot de plus, Sheng se rue sur eux avec un chiffon, criant qu'il est pressé de les vendre pour de l'argent. Alors qu'il se rapproche, Lindsay Chen pousse Shen Qinggan sur le côté et se positionne pour lui faire face. Il serre le poing et lance un coup puissant de toutes ses forces. Le coup atteint directement le visage de Sheng.
arrêtant net l'homme plus grand. La force immense envoie Sheng voler en arrière dans la ruelle avec un cri de douleur. La femme rousse regarde, incrédule, choquée qu'un écolier ait pu envoyer un adulte voler. Au sol, Sheng crache du sang. Sonné. Avec Sheng à terre, Lin Zichen se tourne vers la femme rousse. Avant qu'elle ne puisse réagir, il lui assène un coup solide au ventre, suivi d'un uppercut puissant qui l'assomme. Debout sur les ravisseurs vaincus, son expression se durcit. Il ramasse une brique à proximité, ses intentions sombres. Il raisonne qu'il n'y a pas de caméra dans la ruelle déserte, il doit en finir. S'ils survivent, ses pouvoirs surhumains seront exposés, ruinant son plan de rester discret et de devenir plus fort. Alors qu'il s'apprête à porter le coup final, le sol tremble violemment. Un puissant tremblement de terre secoue la ruelle, les prenant au dépourvu. Un moment plus tard, une main griffue massive fracasse le mur d'un bâtiment voisin. Un rat aberrant géant et monstrueux émerge de la poussière et des décombres, dominant au-dessus d'eux. La bête ignore les enfants et se penche sur la femme inconsciente. Mais au lieu de la dévorer, elle la décapite d'un coup de griffe rapide. Le rat ramasse alors sa tête tranchée alors que Shen Qinggan crie de terreur. Reconnaissant le danger, Lin Zichen prend la Shen Qinggan horrifiée dans ses bras. Il lui dit que c'est un rat aberrant géant et qu'ils doivent se mettre en sécurité. Il tourne les talons et sprint, la portant tandis qu'il fuit. Alors qu'il s'échappe, une traînée rouge et or fend le ciel. Une cyborg féminine aux cheveux blonds et des attaches en forme d'oreilles de lapin sur son casque plonge dans la ruelle. Elle se déplace avec une vitesse incroyable, un flot de mouvement, alors qu'elle dépasse le rat. Shen Qinggan, regardant par-dessus Kael'Kra, épaule de Lin Zichen, s'exclame à quelle vitesse la cyborg est incroyable. La cyborg atterrit avec grâce derrière le monstre. Face au rat, la cyborg prépare son attaque. Son gantelet brille alors qu'elle charge son arme, et annonce « fumée anesthésiante ». Elle tire des projectiles sur le monstre, provoquant des explosions massives qui secouent la ruelle. Lin Zichen protège Shen Qinggan de l'explosion. Le rat aberrant est pris dans les explosions enflammées, rugissant de douleur, et est laissé étourdi par la fumée anesthésiante. Voyant son ouverture, la cyborg bondit vers l'avant, et achève la bête affaiblie dans un flot de coups. Plus tard, Lin Zichen regarde un reportage sur l'incident chez lui. Il analyse le combat, concluant que le niveau de puissance de la cyborg n'est probablement pas très élevé. Il raisonne qu'elle a dû affaiblir le rat d'abord, et cela lui a quand même pris 7 minutes pour le tuer. Il réfléchit au danger des rats aberrants géants, sachant que ce sont des créatures coriaces qui peuvent dépasser 10 mètres de long et atteindre le 5e rang ordinaire. Heureux qu'il s'en soit sorti indemne, l'incident lui rappelle la dangerosité du monde. Il se résout à intensifier son entraînement pour se protéger, et protéger ceux qui lui sont chers. On le voit plus tard dans son espace d'entraînement, faisant des squats lestés avec une barre lourde, son système le récompensant avec des points. Bien que la menace des rats aberrants plane, la vie continue. Bientôt, lui et Shen Qinggan fêtent leur 9e anniversaire avec les deux familles autour d'un grand gâteau. Après avoir fait des vœux, ils échangent des cadeaux. Grâce à sa racine céleste de la sagesse, Lin Zichen s'était appris à sculpter en une nuit, et avait fabriqué une épingle à cheveux en bois complexe pour Shen Qinggan. Elle est ravie, la place dans ses cheveux et s'exclame à quel point elle l'aime. Le temps passe vite, et bientôt, Lin Zichen et Shen Qinggan obtiennent leur diplôme de l'EL, école primaire et commencent le collège. Alors qu'ils partent, son système le notifie qu'il a complété le succès dominé les 9 ans DE accent aigu éducation obligatoire, débloquant les titres de roi de la maternelle et de numéro 1 de L, école primaire. Il est excité à l'idée de débloquer ensuite le titre de seigneur du collège, qui lui accordera l'attribut survie du plus fort. Pendant les vacances, il s'en tient à un régime d'entraînement à haute intensité. Son entraînement inclut 1000 pompes avec un rocher massif sur le dos, lui accordant d'énormes boosts de stats. Son travail acharné porte ses fruits. Juste avant la rentrée, après une course de 10 km, son système annonce que son niveau biologique a atteint le 3e rang ordinaire. Ses attributs physiques augmentent dramatiquement. Il peut maintenant soulever 700 kg d'une seule main, a un saut vertical de 4 mètres, et peut courir le 100 mètres en 6 secondes. Alors que sa puissance grandit, il se demande à quel niveau est arrivé le prodige de Kyoto. Par coïncidence, un reportage passe à la télévision la veille de la rentrée. La nouvelle révèle que le prodige, maintenant âgé de 14 ans, a fusionné avec des gènes de fourmis géantes et peut soulever un bloc d'alliage de 2000 kg d'une seule main. Lin Zichen calcule que puisque les gènes de fourmis géantes multiplient la force par un facteur de 4 à 8, la vraie force de levage du prodige sans l'amélioration génétique n'est que d'environ 500 kg. Cela signifie que Lin Zichen est toujours fondamentalement plus fort. Il sourit, imaginant à quel point il deviendra puissant avec une future fusion génétique. Le lendemain, le collège commence. Parce qu'il était le premier de la ville, tous les meilleurs collèges ont essayé de le recruter. Il a accepté l'invitation du collège de Shanghai, mais seulement si Shen Qinggan pouvait être dans sa classe. Lors de l'inscription,
Ils sont accueillis par le directeur et leur nouveau professeur principal, qui exprime à quel point il compte sur lui. Après quelques politesses, il trouve une excuse et part avec Shen Qinggan. La vraie raison pour laquelle il avait choisi le collège de Shanghai était ses excellentes installations sportives. Ils avaient prévu de jouer au badminton sur le terrain de l'El, école avant que les cours ne commencent officiellement. Sur le terrain, une Shen Qinggan excitée dit à Lin Zichen, Shao Chen, qu'il devrait commencer. Elle sert avec panache, annonçant sa balle courbe de fée. Lin Zichen attrape facilement le volant en plein vol, mais leur jeu est interrompu. Un groupe d'élèves plus âgés s'approche, et leur chef, portant une casquette à l'envers, saisit le volant, leur informant que le terrain est réservé. Ses amis proposent moqueusement de laisser Shen Qinggan rester et s'entraîner avec eux. Shen Qinggan tient bon, leur disant qu'ils doivent suivre les règles, et qu'ils étaient là les premiers. Lin Zichen, les voyant trop s'approcher de Shen Qinggan, intervient avec une expression glaciale. Il leur dit de s'éloigner d'elle, et leur rappelle la règle du premier arrivé, premier servi. Le chef ricane, déclarant avec arrogance qu'il prend le terrain. Le chef tire le volant et le lance en l'air, mais avant qu'il ne puisse servir, Lin Zichen bouge. Il déclare qu'à partir de maintenant, ces règles sont les seules qui comptent. Avec une vague de puissance, il bondit, et smash le volant avec une force incroyable. Le volant fonce à travers le terrain, une traînée blanche. Il se déplace si vite que le chef a à peine le temps de réagir. La force de l'impact pulvérise sa raquette et envoie valser sa casquette. Les élèves plus âgés restent sous le choc, transpirants et tremblants. Ils se demandent si Lin Zichen est même humain, questionnant s'il est un fusionneur de gènes. L'un note avec terreur que si le coup avait été un peu dévié, la tête de leur chef aurait été emportée. Profondément intimidés, les élèves s'inclinent profondément pour s'excuser. Ils disent à Lin Zichen qu'ils comprennent les règles maintenant et qu'ils partent immédiatement. Ils battent alors en retraite précipitamment. Peut-être à cause de la propagation de la rumeur de l'incident, personne n'osa jamais intimider Lin Zichen ou Shen Qinggan par la suite. À part être plus grands avec de meilleures installations, leur nouvelle vie scolaire se déroulait sensiblement de la même manière. Sur le plan académique, Lin Zichen était loin devant, ayant terminé le programme du collège depuis longtemps. Pendant les cours, il lisait des livres intéressants pour passer le temps. La nuit, après ses séances d'entraînement, il utilisait sa racine céleste de la sagesse pour apprendre de nouvelles compétences en ligne, s'essayant rapidement à la cuisine, la photographie, la conduite, la natation et divers sports. Pour débloquer le titre de seigneur du collège, il ne se contenta pas d'être premier dans toutes les matières. Il représenta également l'El, école lors de compétitions nationales. Il se tenait au milieu d'une montagne de trophées. Pour rester discret, il veillait à ne pas remporter la première place à chaque compétition. Un semestre passa et le titre n'était toujours pas débloqué. Cependant, ses performances lui valurent de nombreuses admiratrices, qui laissèrent des piles de lettres d'amour sur son bureau. Il les ignorait. À part donner des cours à Shen Qinggan, il se concentra sur le prochain festival sportif de l'El, école. Il croyait que s'il le dominait complètement, il devrait enfin débloquer le titre. Pour le festival, il ne s'inscrivit qu'à 3 épreuves. Le lancer de poids, le saut en hauteur et le sprint, représentant la force, le saut et la vitesse. Il réalisa un lancer de poids stupéfiant, de 201 mètres. Bien qu'il se soit retenu pour ne pas paraître trop surhumain, il remporta facilement la première place dans toutes ces épreuves. Alors qu'il était assis avec Shen Qinggan, admirant sa médaille d'or, il sentit une nouvelle puissance parcourir son corps. Une notification du système apparut, annonçant que parce que ses réalisations surpassaient de loin celles de tous les autres étudiants, il avait débloqué le titre de seigneur du collège. Avec les 3 titres scolaires désormais débloqués, le succès dominait les 9 ans DE accent aigu éducation obligatoire était complet, et il avait obtenu le nouvel attribut biologique, survie du plus fort. Alors que le pouvoir l'envahissait, il réalisa avec satisfaction que le titre était enfin déverrouillé. Alors que Lin Ziqian et Shen Qinggan quittent l'école, il réfléchit à son nouvel attribut de survie du plus fort. Cette capacité permet à un prédateur de dévorer l'essence vitale d'autres créatures afin d'évoluer. Il se demande ce qu'est vraiment cette essence vitale, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce que Shen Qinggan l'appelle et lui demande de l'attendre. Revenant brusquement à la réalité, une idée lui traverse l'esprit. Il demande à Shen Qinggan s'il peut emprunter son collier orné d'une dent de bête. Elle accepte et le lui tend. Au moment où ses doigts effleurent la dent, une notification du système apparaît. Elle l'informe qu'il a dévoré une trace de l'essence vitale du papillon géant abyssal. Un nouveau grimoire s'ouvre, affichant une progression d'1%. Une image spectrale surgit autour de lui, un immense papillon noir dont les ailes sont couvertes d'yeux. Stupéfait, il comprend que la dent est en réalité une canine de papillon. Le soir venu, curieux d'en apprendre plus, il fait des recherches en ligne sur ce mystérieux papillon géant abyssal. À sa grande surprise, il ne trouve aucun résultat.
Il comprend alors qu'il devra étudier cette créature exotique par lui-même. Il se souvient que Bai Sui leur avait donné une paire de crocs. Fouillant dans son sac, il retrouve la deuxième dent. En la tenant, il absorbe une nouvelle fois son pouvoir. Une autre notification confirme qu'il a dévoré une seconde trace d'essence vitale, mais la progression du grimoire n'augmente que jusqu'à 2%. Déçu, il réalise que la dent ne contient presque plus d'essence vitale. Il conclut qu'il devra trouver un autre moyen de libérer tout le potentiel du papillon géant abyssal. Le lendemain, après les cours, afin de renforcer son entraînement et de garantir une échappatoire rapide en cas de rencontre avec une bête anormale, Lin Zichen commence à ramener Shen Qinghan à vélo, matin et soir. Alors qu'il quitte l'école, un homme l'interpelle. Vêtu d'un survêtement, il se présente comme l'entraîneur Go de l'équipe d'arts martiaux. Il félicite Lin Zichen pour sa performance lors du dernier tournoi sportif, la meilleure de toute l'histoire de l'école. Enthousiaste, il l'invite officiellement à rejoindre l'équipe, affirmant que son talent physique dépasse largement ses résultats scolaires. Il insiste pour qu'il accepte, mais lui propose tout de même de prendre le temps de réfléchir et de se renseigner avant de donner sa réponse. L'entraîneur parle avec tant de fougue que Lin Zichen n'a pas l'occasion de refuser. En les saluant, il leur rappelle que l'équipe s'entraîne dans la salle C du gymnase et l'invite à passer le lendemain. Le soleil se couche quand Lin Zichen se retrouve seul dans sa chambre, prêt à tester sa nouvelle capacité. Il frappe dans ses mains, écrasant un cafard et un moustique. Mais en les ouvrant, aucune énergie ne circule en lui. Il comprend que tuer de simples insectes ordinaires n'active pas son pouvoir. Il en déduit que seules les bêtes puissantes ou exotiques possèdent assez d'essence vitale pour nourrir son évolution. Pour vérifier sa théorie, il décide de se rendre dans un supermarché spécialisé dans la viande de bête. Avec Shen Qinghan assise à l'arrière, il pédale jusqu'à la ville. Ils arrivent devant un immense supermarché à plusieurs étages. En parcourant les rayons, Lin Zichen constate qu'il y a beaucoup de viande de bête, mais uniquement sous emballage. Impossible de tester sa théorie sans contact direct. Alors qu'il commence à se sentir frustré, il entend un boucher vanter de la viande fraîchement découpée. Intrigué, il aperçoit un comptoir où un panneau indique « Viande de bête fraîche, non emballée, sûre à consommer ». Un boucher découpe de grandes pièces de chair. À une Shen Qinghan perplexe, il dit de l'attendre et s'avance vers le comptoir. Sans plus d'explication, impatient de confirmer son intuition, il pose la main sur un morceau de viande encore tiède. Aussitôt, une puissante vague d'énergie violette se déverse en lui. Comme il l'avait deviné, cette viande regorge d'essence vitale. Le cœur battant, il serre le poing, un large sourire illuminant son visage. Shen Qinghan l'observe, confuse, incapable de comprendre pourquoi il s'excite autant en touchant un simple morceau de viande. Elle s'approche, inquiète, et lui demande ce qu'il ressent. Tentant de rester naturel, Lin Zixuan lui répond que la viande semble juste plus fraîche que d'habitude et lui propose d'essayer. Paniquée, elle recule et refuse d'un geste vif, disant qu'il en a déjà touché assez pour deux. Ayant confirmé sa théorie, Lin Zixuan décide d'acheter de la viande pour poursuivre ses tests à la maison, ce qui surprend Shen Qinghan. Elle n'est pas étonnée, la viande de bête coûte une fortune. Même l'option la moins chère, le calmar fantôme, atteint près de 1000 yens le demi-kilo. Choisissant ce calmar, il prend un paquet. Shen Qinghan s'alarme du prix et lui dit de consulter sa mère d'abord. Mais Lin Zixuan se contente de lui caresser la tête avec un sourire rassurant, lui mentant que sa mère lui a demandé d'en acheter pour leurs deux familles. Un souvenir montre sa mère, Zhang Wangxian, joyeuse à l'idée de cuisiner un festin. En réalité, Lin Zixuan admet intérieurement que, même s'il compte bien partager, sa véritable intention est de vérifier s'il peut absorber l'essence vitale par ingestion, car il craint que l'absorption directe ne gâche la viande. À la caisse, il achète 3 paquets de calmar fantôme pour un total de 29,94 yens. Alors qu'ils repartent, il réfléchit au prix exorbitant et se demande quand ils pourront en racheter. Il est déjà plus de 9 heures du soir quand il quitte la ville, préférant rentrer directement, la situation étant trop instable ces derniers temps. Sur le chemin, Lin Zixuan ne pense qu'à son expérience. N'y tenant plus, il pose discrètement la main sur un des paquets dans le panier. Aussitôt, une énergie violette familière se répand en lui. Le système confirme qu'il a dévoré une trace d'essence vitale du calmar fantôme. Un nouveau grimoire s'ouvre, mais sa progression n'est que de 0,1%.
Une image spectrale du calmar aux multiples yeux envahit son esprit. Calculant mentalement, il comprend qu'un simple morceau de chair ne suffit à libérer qu'une infime partie du pouvoir. Il estime qu'il lui faudrait 100 demi-kilos pour atteindre 100%, soit 100 000 yens. Pensant à la capacité spéciale du calmar, se dissoudre dans l'eau pour disparaître, il juge que ce pouvoir vaut bien un tel investissement. Sa voie est tracée. Il doit gagner une énorme somme, sans rien demander à sa famille. Il se rappelle alors son second objectif, tester si l'absorption gâche la viande. En observant le paquet, il constate que la chair reste intacte, parfaitement fraîche. Ravi, il comprend que l'essence peut être extraite sans altérer immédiatement le produit. Continuant son absorption, il voit la jauge du calmar grimper à 3%. Soudain, Shen Qing'an le tire de sa concentration en criant un avertissement. Il freine brusquement, évitant de peu un couple dans la piste cyclable. Gêné, il s'excuse et se gronde intérieurement de ne pas avoir fait attention. Leurs regards se tournent vers l'avant. Une scène tendue se déroule. Un homme musclé aux cheveux rouges retient une femme en otage, un couteau sous la gorge. Shen Qing'an, horrifié, reconnaît leur enseignante, Cao Mei. Autour, des policiers tentent de négocier. Le capitaine empêche un agent, A Bing, de tirer, expliquant que la cible est trop proche de l'otage. L'idée d'utiliser du gaz soporifique est rejetée, jugée trop risquée. Alors que les forces hésitent, Lin Zichen prend sa décision. Discrètement, il ramasse un caillou et le lance avec une précision foudroyante. Le projectile heurte le pistolet de l'agent, provoquant un tir accidentel. La balle perdue atteint la main du preneur d'otage, qui lâche son couteau sous la douleur. La police profite de l'occasion pour le neutraliser et libérer Cao Mei, indemne mais tremblante. Sans se faire remarquer, Lin Zichen remonte sur son vélo. Shen Qing'an, les yeux écarquillés, lui demande s'il a lancé la pierre. Il lui intime de se taire et accélère. Mais avant qu'ils s'éloignent, une voix les arrête. Le capitaine les interpelle, demandant si Lin Zichen est bien l'auteur du geste. Pris de panique, il nie avec un sourire nerveux. Le capitaine, perplexe, trouve étrange que quelqu'un refuse de revendiquer un acte héroïque. Il glisse qu'une récompense attendrait un tel courage. Le mot « récompense » fait aussitôt briller les yeux de Lin Zichen. Il freine brusquement, fait demi-tour et avoue, gêné, que c'était bien lui, ajoutant qu'il a grand besoin de cet argent. Le capitaine lui demande de venir au poste pour rédiger un rapport et promet de l'aider à obtenir la prime. Après avoir prévenu leur famille, Lin Zichen et Shen Qing'an s'apprêtent à se rendre au commissariat. Mais alors que les policiers escortent le suspect menotté, son corps se déforme de façon monstrueuse. À l'horreur générale, il mute en un énorme rat aberrant. Les menottes se brisent sous sa force et ses griffes balayent les agents. Le capitaine ordonne de protéger les civils et d'ouvrir le feu, mais les balles s'avèrent inutiles. Un rapport panique identifie le criminel. Il a fusionné avec les gènes du roi des rats. La situation exige des renforts immédiats. Lin Zichen saisit Shen Qing'an et l'entraîne en courant. Heureusement, le monstre ne les poursuit pas. Mais soudain, une silhouette surgit du ciel, auréolée d'une lueur violette. Une femme cyborg vêtue d'une armure futuriste, aux cheveux courts d'un violet sombre. Elle frappe le rat d'un coup surpuissant, le projetant en arrière. Dans les airs, elle concentre un canon laser au centre de sa poitrine. En un ordre bref, elle déclenche un rayon colossal qui engloutit la créature. Dans un hurlement atroce, le monstre est réduit en cendres. Lin Zichen reste pétrifié devant tant de puissance. Shen Qing'an et Cao Mei soupirent de soulagement. Mais lui a d'autres priorités. Il vérifie aussitôt son vélo, soulagé qu'il n'ait pas été détruit, car cela aurait représenté une lourde perte. Puis une odeur le frappe. Dans le panier, la viande de calmar est avariée. Il comprend alors son erreur. Absorber l'essence finit par gâcher la chair, mais avec un délai. Saisissant un tentacule flétri, il accuse bruyamment le combat et le monstre d'avoir ruiné la viande, jouant la comédie pour détourner l'attention. Cao Mei le réconforte, disant que l'important est qu'il soit sain et sauf. Au lieu de rentrer, ils sont conduits au commissariat, comme l'a demandé le capitaine. Mais à leur grande surprise, ils voyagent dans le même fourgon que les restes du hérétique, une masse carbonisée, empestant la mort. Assis dans l'odeur pestilentielle, Lin Zichen a soudain une idée. Il se souvient que les crocs offerts par Bai Sui contenaient encore de l'essence longtemps après la mort de la bête. Alors un doute l'envahit. Et si ce cadavre en contenait encore, pourrait-il dévorer l'essence et s'approprier lui-même les gènes du roi des rats? Lin Zixian était assis dans le fourgon de police, perdu dans ses pensées.
Il se demandait combien de gènes du roi rat il pouvait absorber du cadavre calciné de l'hérétique. Résolu à le découvrir, il tendit discrètement la main vers les restes. Au moment où ses doigts touchèrent la chair brûlée, une vague d'énergie rouge le traversa de plein fouet. Son système confirma qu'il venait d'absorber une trace de l'essence vitale du rat mutant géant, débloquant son guide génétique à hauteur de 5%. Lin Zaixian en resta stupéfait. Il comprit que plus la proie était fraîche, plus la quantité d'essence vitale qu'il pouvait obtenir était élevée. L'agent A. Bing, qui l'escortait, le remarqua et lui ordonna de rester tranquille. Lin improvisa, prétendant qu'il avait juste besoin de s'étirer. Plus tard, au poste de police, il savait qu'A. Bing avait été facile à berner, mais que le capitaine de la sécurité serait bien plus perspicace. Ce dernier l'informa avoir déjà déposé une demande de récompense pour son acte de bravoure, mais enchaîna avec un interrogatoire plus sérieux. Comment un collégien avait-il réussi, de si loin et dans si peu de lumière, à viser si précisément la main armée de l'hérétique avec un simple caillou? Lin répondit vaguement qu'il s'entraînait souvent avec sa main droite. La réponse déconcertante laissa le capitaine sans voix. C'est à ce moment que Shen Qing'an annonça que sa tante était arrivée. À la surprise de Lin, ce furent ses parents qui se précipitèrent dans le poste. Sa mère se jeta sur lui, paniquée, l'enlaça avec force et lui demanda s'il allait bien, le suppliant de ne plus jamais l'effrayer ainsi. Lin tenta de la rassurer. Il allait bien, et en plus il avait même reçu une récompense. En larmes, elle le fit promettre que la prochaine fois, il se mettrait d'abord à l'abri avant de jouer les héros. Touché par son inquiétude sincère, Lin promit de toujours se protéger avant tout. En sortant du poste, le capitaine de police les regarda partir, encore troublé par les capacités étranges du garçon. Sur le chemin, Lin surprit 2 policières en train de discuter. L'une se plaignait que les détraqués devenaient de plus en plus audacieux, et l'autre révéla que l'hérétique était un étudiant en lettres de l'université de Guangyuan, endoctriné par le culte du dieu rat. Cette dernière ajouta qu'il faudrait s'attaquer à la racine, le soi-disant roi rat. Le nom fit immédiatement tressaillir Lin. Dans la voiture, il dégaina son téléphone pour faire des recherches sur le culte. Il découvrit que leur base principale se trouvait à Shanghai et que la plupart des membres étaient des marginaux. Plus inquiétant encore, il apprit que le roi rat cherchait à évoluer vers une forme de vie supérieure et forçait ses adeptes à collecter des matériaux d'évolution. Cette révélation glaça Lin. Est-ce que le roi rat avait déjà acquis une véritable conscience? Ses pensées furent interrompues lorsqu'il aperçut un rat presque aussi gros qu'un chat sur le trottoir. Un instant, il crut que c'était lié au roi rat, mais se ravisa. Dans le sud, ce genre de rongeur géant n'était pas si rare. Il remarqua alors le silence inhabituel de Shen Qing'an. Elle se tortillait, les genoux serrés. Il comprit tout de suite. Depuis l'enfance, chaque fois qu'elle était nerveuse ou effrayée, elle avait du mal à se contrôler. Pour Lin, cette réaction avait toujours semblé étrange, comme si elle cachait un potentiel insoupçonné. De retour à la maison, leur mère fut choquée d'apprendre que les 3000 yens de viande de bête avaient disparu. Lin inventa une excuse, prétendant l'avoir perdue en fuyant. Sa mère, soulagée qu'il soit sain et sauf, lui dit d'oublier la viande. Lin soupira intérieurement de soulagement. Il l'avait trompée. Mais son père, Lin Yansheng, était bien plus obstiné. Il déclara qu'il retournerait chercher la viande coûteuse, se vantant de sa robustesse de simple salarié. Lin tenta de l'en dissuader, arguant que c'était dangereux et que la viande était sûrement déjà avariée. Son père fronça les sourcils. Comment pouvait-il en être si sûr? Transpirant à grosses gouttes, Lin affirma que ce n'était qu'une simple déduction. Pendant ce temps, au poste de police désormais désert, le capitaine fumait une cigarette, repensant aux événements étranges de la nuit. Comment un collégien ordinaire avait-il pu lancer un caillou avec une telle force? Soudain, un bruit attira son attention. Il se retourna et ses yeux s'écarquillèrent. Un rat monstrueux, bien plus gros que la normale, était perché sur les armoires. Avant qu'il ne puisse réagir, le rat bondit. Le capitaine dégaina son arme et ouvrit le feu. Le combat fut bref, sanglant. Le lendemain, Lin soupira sur son bureau en classe. Comparé à l'hérétique et à la cyborg de la veille, il se sentait encore trop faible. Il devait trouver rapidement un moyen de se renforcer et d'acheter plus de viande de bête pour avancer dans son guide. Devenir influenceur? Vendre des cours? Trop voyant. Il devait rester discret. Une idée lui vint soudain. Dans ce monde, les arts martiaux et la fusion génétique comptaient plus que les notes. Il se rendit donc au gymnase de l'équipe de Kung Fu, dans le bâtiment C. Il y trouva l'entraîneur Guo en train de boire dans son thermos et le salua.
Le coach, surpris, lui demanda s'il voulait rejoindre l'équipe ou juste se renseigner. Lin se pencha et demanda discrètement si cela donnait droit à participer à des tournois de la ville et si les prix étaient élevés. Le coach sourit. Oui, les prix pouvaient atteindre des dizaines de milliers. Rassuré, Lin serra sa main et annonça qu'il rejoignait l'équipe sur le champ. Coach Guo réunit toute l'équipe et présenta leurs nouveaux membres, Lin Zhaoxian, le champion des derniers Jeux sportifs. Les autres se présentèrent, Zhang Kai, Wang Tiansheng, Li Shutong et Han Yiguo. Comme Lin n'avait jamais suivi d'entraînement officiel, le coach lui montra les techniques de base. Les mouvements semblaient simples, mais difficiles à maîtriser. Même le plus rapide de l'équipe, Li Shutong, avait mis une semaine à les apprendre. Lin se mit en position. Grâce à son attribut de racine céleste de la sagesse, qui lui conférait l'intuition martiale des cieux, il avait déjà mémorisé et compris chaque détail de la démonstration. En pratiquant, il reçut instantanément des points en vitalité, force, agilité et maîtrise. Ses coups de poing étaient d'une précision et d'une fluidité irréprochables. Il enchaîna avec les techniques de jambes, exécutant des coups puissants et harmonieux. Une nouvelle notification lui attribua encore plus de points. Le coach et l'équipe restèrent bouche bée. L'entraîneur faillit lâcher son thermos, abasourdi. Comment pouvait-on maîtriser des mouvements aussi complexes après les avoir vus une seule fois? Il en vint à une seule conclusion. L'un était un génie des arts martiaux, un talent qu'on ne voyait qu'une fois sur 1 million. Le soir, à Shanghai, sa mère l'appela pour dîner. Elle avait préparé un grand plat du fameux calmar fantôme qu'il désirait tant. L'odeur était envoûtante. Il se jeta dessus, la remerciant avec enthousiasme. Elle l'encouragea à en manger autant qu'il voulait. Elle en avait acheté 3 jeans, rien que pour lui. En mangeant, son système l'informa qu'il venait d'absorber une trace de l'essence vitale du calmar, faisant passer la progression de son guide à 3,01%. Il se mordit les lèvres. S'il avait su que le simple fait de manger fonctionnait, il n'aurait jamais gâché la première fournée en la touchant. Alors qu'il mangeait, un reportage fit la une. Une jeune fille de 14 ans était devenue la plus jeune cyborg de l'histoire après avoir fusionné avec un noyau énergétique. Ses pouvoirs étaient surhumains. Elle soulevait seule un SUV de 5 tonnes, courait 100 mètres en 3 secondes et sautait 8 mètres de haut. Lin se demanda, entre la fusion génétique du prodige de Kyoto et le cybernétisme de cette fille, quelle voix était la plus puissante? Mais ses pensées furent interrompues par une autre nouvelle. Le capitaine Hei Chun-shan avait été retrouvé mort dans son bureau, dévoré par un rat mutant géant. Lin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Était-ce le même rat qu'il avait vu la veille? Il imagina la créature rôdant dans la ville et décida, le regard sombre, qu'il devait s'entraîner plus dur que jamais. À la suite de la mort du capitaine de police, Lin Zhaoxian se plonge dans un entraînement acharné. Après des séances d'efforts intensifs, il est désormais capable de courir 100 mètres en seulement 4 secondes et 61 centièmes. Sa puissance physique a littéralement explosé. Son saut vertical atteint 5 mètres 30 et il peut soulever la somme hallucinante de 1200 kilos d'une seule main. En parallèle de cet entraînement personnel, il poursuit ses cours d'arts martiaux avec l'équipe de l'école, espérant rapidement augmenter sa force en vue du tournoi à venir. Le lendemain matin, en arrivant à l'école, il se dirige vers la salle de sport pour s'entraîner, accompagné d'une Shen Qinggan curieuse. En chemin, une fille aux cheveux roses l'accueille chaleureusement et lui tend une bouteille de lait frais. Il refuse poliment, la remercie et passe son chemin avec Shen Qinggan, laissant la jeune fille déçue. Non loin de là, son coéquipier Zhang Kai observe la scène. Furieux, il serre les poings. Le simple fait que celui qui l'a battu lors de la compétition refuse un cadeau de la fille qu'il admire le rend fou de rage. Ne supportant plus son ressentiment, Zhang Kai se précipite et leur barre la route. Il confronte Lin Zhaoxian, l'accusant de manquer de respect et d'avoir blessé les sentiments de la jeune fille. Lin Zhaoxian reste calme et lui explique qu'il est allergique au lait, mais Zhang Kai refuse de le croire et le traite de menteur. Pris de colère, Zhang Kai le défie en duel. Les règles sont simples. S'il perd, il ne l'importunera plus jamais. Mais si Lin Zhaoxian perd, il devra boire toute la bouteille de lait. À cet instant, une notification du système apparaît. Une nouvelle mission vient d'être déclenchée. Vaincre 1000 adversaires différents en combat officiel afin d'obtenir le trait biologique de la survie du plus apte. Un sourire rusé se dessine sur le visage de Lin Zhaoxian. Voilà l'occasion qu'il attendait. Entouré d'une aura violette menaçante, il accepte le défi.
ses yeux brillants d'excitation. La nouvelle du duel se propage rapidement dans l'école. 2 étudiants décident avec enthousiasme d'aller assister au combat entre le populaire Lin Zaixian et un élève de terminale. Lorsque tout le monde est réuni, la salle de sport est bondée, les spectateurs formant un large cercle autour de la zone de combat. Le public est clairement du côté de Lin Zaixian. De nombreuses admiratrices l'encouragent bruyamment, criant qu'il doit donner une bonne leçon à son adversaire. La fille aux cheveux roses, elle aussi, sort son téléphone pour filmer. Zhang Kai ricane, irrité que tout le monde le considère déjà perdant. Au fond de lui, il doit reconnaître que le talent de Lin Zaixian a progressé de façon impressionnante en seulement 1 mois. Il voit ce duel comme sa dernière chance de remettre ce génie en herbe à sa place et de prouver sa propre force. À l'inverse de son adversaire, Lin Zaixian semble parfaitement détendu. Il déclare tranquillement qu'il doit rentrer dîner et propose d'en finir rapidement. Zhang Kai prend cela comme une insulte, sourit d'un air narquois et accepte de satisfaire son souhait. L'entraîneur Guo se place entre eux pour arbitrer, levant la main et rappelant les règles. Mais avant que le combat ne commence, Zhang Kai crie d'attendre. Avec un sourire condescendant, il propose un handicap. Comme il s'entraîne depuis près de 2 ans, alors que Lin Zaixian n'a qu'1 mois de pratique, il lui laisse les 3 premiers coups. Lin Zaixian accepte sans discuter. Dès l'instant où il acquiesce, il se jette sur Zhang Kai dans un éclair. Son adversaire n'a pas le temps de réagir qu'un seul coup de poing dévastateur s'abat sur lui. Le choc est brutal. Du sang gicle de son nez et Zhang Kai s'effondre, assommé net sur le sol. Un silence de plomb envahit la salle. La mâchoire de l'entraîneur Guo se décroche, stupéfait, avant de déclarer que le combat est terminé en un seul coup. L'équipe d'arts martiaux et le reste de la foule sont tout aussi abasourdis. Un duel terminé en 1 seconde, c'est tout simplement invraisemblable. Puis, un cri de joie éclate. Shen Qing'an lève le poing en l'air, hurlant de joie. Les autres filles, dont celle aux cheveux roses, se joignent à elle, scandant à quel point Lin Zaixian a été incroyable. Debout au-dessus de son adversaire vaincu, Lin Zaixian reçoit une nouvelle notification du système. En battant un rival et en attirant l'admiration du sexe opposé, il obtient le droit prioritaire d'accouplement. Surtout, son compteur de mission est désormais à 1 sur 1000. Il réalise qu'il lui reste encore un long chemin avant de débloquer l'attribut de la sélection naturelle. Pour accélérer le processus, il se tourne vers les autres membres de l'équipe d'arts martiaux, un sourire amical mais inquiétant aux lèvres, et leur propose de s'entraîner avec lui. Paniqués, les membres de l'équipe cherchent aussitôt des excuses. L'un doit aller au cours du soir, un autre dit que sa mère l'attend pour dîner, d'autres prétendent être malades. Avant qu'il ne puisse fuir, Zhang Kai se relève péniblement et refuse d'accepter sa défaite. Furieux, il accuse Lin Zaixian de tricherie et jure de l'écraser lors d'un nouveau match. L'entraîneur Guo intervient, lui ordonnant d'accepter sa défaite en homme. Il se demande tout de même si le coup de poing n'était pas simplement un coup de chance et décide de tester Lin Zaixian sur un autre membre de l'équipe, Xiao Lizi. Entendant son nom, le garçon aux cheveux hérissés se fige, mort de peur. Même s'il prend une posture de combat, il supplie Lin Zaixian de l'épargner et de ne pas frapper son visage. 10 minutes plus tard, le verdict est sans appel. Plusieurs membres de l'équipe gisent inconscients sur le sol. Lin Zaixian se tient au milieu d'eux, précisant qu'il a retenu sa force et qu'il s'est contenté d'échanger quelques coups. Mais en consultant le système, il est déçu. À part sa première victoire, aucun autre combat n'a été comptabilisé. Le compteur reste à 1 sur 1000. Il comprend que les simples entraînements amicaux ne suffisent pas. Il doit vaincre ses rivaux lors de compétitions officielles. Alors qu'il réfléchit, l'entraîneur Guo lui tape sur l'épaule avec un large sourire et le proclame véritable génie. Il s'exclame qu'en un peu plus d'1 mois, Lin Zaixian est devenu l'as de l'équipe. Regonflé d'optimisme, il déclare qu'avec Lin Zaixian en tête, leur école écrasera toutes les autres et remportera la première place du tournoi régional. Ces paroles font tilt dans l'esprit de Lin Zaixian. Le tournoi est l'occasion parfaite pour affronter de nombreux adversaires officiels et faire progresser sa mission. Sa détermination se renforce. Tant qu'il les vaincra lors de combats officiels, chaque victoire comptera. Alors qu'il est en pleine réflexion, Zhang Kai, revenu à lui, l'appelle. Il se lève, désigne Lin Zaixian et accepte formellement sa défaite. De manière si théâtrale et grotesque que tout le monde, Shen Qing'an, l'entraîneur Guo et même Lin Zaixian restent bouche bée, à la fois choqués et gênés.
Le duel terminé, les spectateurs et l'entraîneur s'éclipsent rapidement, laissant Zhang Kai seul à se plaindre qu'il n'avait pas fini son discours. Dans ce monde, les lycéens doivent choisir entre les arts martiaux et les études. Compte tenu des dangers de ce monde, la classe d'arts martiaux est considérée comme la meilleure option. Shen Qinghan, déterminé à ne pas rester en arrière, décide de rejoindre cette classe et s'entraîne avec ardeur aux côtés de Lin Zhaoxian. Leur quotidien est intense. Ils commencent par une course de 3 km, enchaînent avec 1 heure d'entraînement au corps à corps, puis des séries d'abdos et de pompes pour renforcer leur corps. Chaque séance se termine par un massage que Lin Zhaoxian offre à Shen Qinghan pour soulager ses muscles endoloris. Bien sûr, Lin Zhaoxian ne néglige pas son propre entraînement. Il se pousse au maximum chaque jour, animé par le désir de remporter le tournoi et de débloquer le trait de sélection naturel au plus vite. 1 mois plus tard, le jour du tournoi régional arrive enfin. Lin Zhaoxian est prêt. L'événement se déroule dans le gigantesque gymnase de la ville, une foule massive rassemblée autour du ring central. Dans la zone d'attente, l'ambiance est tendue. L'entraîneur Guo, nerveux, passe en revue la liste des matchs et se lamente que leur école, Shanghai High, soit tombée contre l'adversaire le plus redoutable, le lycée numéro 1 de Shanghai. Un autre membre de l'équipe ajoute à l'anxiété générale en rappelant que l'équipe adverse compte un athlète capable de courir 100 mètres en moins de 9 secondes. Pour remonter le moral des troupes, Lin Zhaoxian lève calmement la main et se porte volontaire pour combattre en premier. Malgré ses inquiétudes, l'entraîneur accepte de le laisser ouvrir le bal. Alors qu'il avance vers l'arène, Shen Qinghan l'encourage depuis les gradins et l'entraîneur Guo lui crie des mots de motivation à travers un mégaphone. Son adversaire, un élève bien plus grand et musclé du lycée numéro 1 de Shanghai, s'avance à son tour. Il reconnaît le talent de Lin Zhaoxian pour être arrivé jusque-là en première année, mais son ton devient rapidement moqueur. Selon lui, un petit de moins d'1,70 m n'a rien à faire sur cette scène. Fléchissant son biceps, il promet à Lin Zhaoxian de lui montrer ce qu'est un véritable écart de taille et de puissance. L'arbitre donne le signal pour commencer le duel. Son immense adversaire fonce en avant et déclenche un coup de poing d'une puissance terrifiante. À sa grande surprise, Lin Zhaoxian ne recule pas. Il esquive le coup d'un simple pas de côté, puis contre-attaque d'un direct fulgurant dans la poitrine de son opposant. L'impact est dévastateur. La force du coup projette l'énorme étudiant à travers l'arène avant de l'assommer net. L'annonceur reste figé un instant, incrédule, avant de balbutier le nom de Lin Zhaoxian comme vainqueur. Sur le côté, Shen Qinghan bondit de son siège et acclame son Xiao Chen, criant qu'il est incroyable. Le reste de l'équipe de Shanghai High explose de joie, envahit leur entraîneur et s'écrie que Lin Zhaoxian est un monstre, réduisant la force de l'adversaire à de simples muscles sans vie. De l'autre côté, l'entraîneur de Shanghai numéro 1 est furieux. Il passe un savon à son élève vaincu, l'accusant d'avoir foncé tête baissée sans utiliser son jeu de jambes. Dans l'arène, Lin Zhaoxian reçoit une notification du système confirmant qu'il vient de vaincre un autre rival du tournoi, améliorant son classement et portant son compteur d'élimination à 21 000. Il serre le poing, satisfait. Ses combats sont exactement ce dont il a besoin pour progresser. Déterminé à mettre un terme à cette série de victoires, l'entraîneur adverse appelle son prochain combattant, un garçon nommé Chen Feng, et lui ordonne de briser ce première année le plus rapidement possible. Chen Feng acquiesce calmement. Il monte sur le ring, adopte sa position de combat et semble bien plus concentré que son prédécesseur. L'annonceur donne le signal pour le second duel. Chen Feng démontre immédiatement sa supériorité technique, se déplaçant avec une vitesse fulgurante et enchaînant les attaques. Lin Zhaoxian bloque calmement l'assaut, arrêtant un puissant coup de pied d'une seule main. Mais la force de ce blocage renvoie Chen Feng en arrière, le faisant tournoyer dans les airs avant de s'écraser violemment au sol, inconscient. Les secours se précipitent avec une civière et l'évacuent, indiquant qu'il doit passer un scanner de la tête. Le public reste bouche bée. Les murmures s'élèvent, certains se demandant ce qui vient de se passer, d'autres affirmant que l'élève de Shanghai High est juste incroyablement chanceux. Des spectateurs en colère hurlent que le tournoi est truqué et réclament un remboursement. Mais l'entraîneur de Shanghai numéro 1 sait mieux que quiconque ce qu'il vient de voir. Se prenant la tête entre les mains, il réalise avec horreur que ce n'est pas de la chance. Ce première année est un véritable prodige. Dans la zone d'attente, il change de stratégie. Il appelle son prochain combattant, un garçon aux cheveux en épi nommé Gao Fei, et lui donne l'ordre strict de se concentrer uniquement sur la défense, car une autre défaite est impensable.
Mais Gao Fei déborde de confiance. Il dit à son entraîneur de ne pas s'inquiéter, sûr de sa victoire. En se dirigeant vers le ring, il balaie intérieurement les victoires de Lin Zaixian d'un revers de main, persuadé que ce dernier n'est pas fort et qu'il a seulement gagné grâce à des astuces. Avec sa vitesse fulgurante, il court le 100 mètres en moins de 9 secondes et son expérience supérieure, il est persuadé de ne pas pouvoir perdre. La foule s'anime. Les spectateurs commentent la réputation de Gao Fei, admirant sa rapidité. Quelqu'un mentionne que son père est un utilisateur de fusion génétique, ce qui expliquerait ses capacités extraordinaires. Beaucoup pensent que la série de victoires de Lin Zaixian va enfin s'achever, tout en reconnaissant qu'il a un potentiel immense. L'annonceur lance le duel. Ignorant les consignes de son entraîneur, Gao Fei passe immédiatement à l'offensive, lançant un coup de pied dévastateur. Il enchaîne avec des frappes rapides et déclenche sa technique spéciale, le point brise-roche en eau courante. Son entraîneur hurle, furieux de le voir attaquer au lieu de défendre. Gao Fei méprise la défense, convaincu qu'un génie comme lui n'en a pas besoin. De son côté, Lin Zaixian esquive les attaques avec aisance et trouve la technique assez intéressante pour la prendre sur le vif. Gao Fei, frustré de ne pas toucher une seule fois, s'arrête, haletant, et exige de savoir comment Lin Zaixian esquive tout. Imperturbable, celui-ci lui demande calmement s'il n'a pas d'autre technique, le provoquant encore plus. Fou de rage, Gao Fei lance une nouvelle pluie de coups. Voyant la répétition des mêmes mouvements, Lin Zaixian décide qu'il est temps d'en finir. Très bien. Finissons-en, pense-t-il. Il esquive une dernière attaque et d'un seul coup de pied dans l'abdomen, met Gao Fei hors de combat. Un silence choqué envahit l'arène. Puis, les supporters de Shanghai High éclatent en acclamations tonitruantes. L'entraîneur Guo et Shen Qing'an exultent, criant que leur Xiao Chen est un véritable monstre et fêtant sa 3e victoire consécutive. Le reste du tournoi se déroule sans difficulté. Les adversaires suivants sont encore plus faibles. Lin Zaixian les écrase les uns après les autres, éliminant à lui seul les 5 combattants de l'équipe adverse. Durant les 2 jours qui suivent, le scénario se répète. Il continue sur sa lancée, battant 2 autres écoles à lui seul et menant Shanghai High au titre de champion. Lui et son équipe posent fièrement avec leurs médailles et leurs trophées. Pourtant, en consultant son système, il constate que son compteur de rivaux n'est qu'à 16 000. Il comprend avec une pointe de déception qu'à ce rythme, il lui faudra des années pour débloquer l'attribut de sélection naturelle. Mais il y a un point positif. Contre toute attente, l'entraîneur Guo se montre très généreux et lui attribue la plus grosse part de la récompense du tournoi, 20 000 yuan. En y ajoutant ses gains des compétitions académiques, il dispose désormais d'environ 30 000 yuan. Cet argent ne fait pas long feu. Il le dépense immédiatement au supermarché pour acheter une montagne de viande de calmar ombre fantôme. Durant les semaines suivantes, il en dévore à chaque repas. Après avoir consommé 30 gins, la progression de son codex pour le calmar ombre fantôme atteint 33%. Son entraînement intensif et cette alimentation à base de viande de créatures portent leurs fruits. Au cours de sa 2e année de collège, il franchit un nouveau palier, passant du niveau ordinaire 3 au niveau 4. Ses capacités physiques atteignent des sommets. Il peut désormais soulever sans effort 1890 kg d'une seule main, bondir de 5,65 m en hauteur et parcourir 100 mètres en 4 secondes 49. Le temps file et bientôt, lui et Shen Qing'an obtiennent leur diplôme de la section collège de Shanghai. Mais quand tombent les résultats d'entrée au lycée, leur chemin semble destiné à se séparer. Le cœur brisé, Shen Qing'an s'enferme dans sa chambre en pleurant. Elle demande à Lin Zaixian pourquoi, malgré tous ses efforts, ils ne peuvent pas aller dans le même lycée. Il lui explique que, s'il a terminé premier en lettres comme en arts martiaux et qu'elle a eu d'excellents résultats scolaires, sa note en arts martiaux n'était pas suffisante pour la classe d'élite de Shanghai High. Alors qu'il la console, Shen Qing'an lui demande ce qu'il va se passer maintenant. Il lui répond que le directeur de Shanghai High doit venir chez lui, sans doute pour le recruter, et lui propose de l'accompagner. Abattue, elle répond en larmes que cela ne la concerne pas, car le directeur vient uniquement pour lui. Lin Zaixian lui prend alors la main, la relève et la conduit hors de la chambre. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il a un plan. Puis, il révèle sa condition pour rester à Shanghai High. Shen Qing'an doit être sa camarade de bureau. Comme promis, la directrice du lycée de Shanghai rend visite à la famille de Lin Zichen. Elle, sa mère et Shen Qing'an discutent de son avenir pendant plusieurs heures, la directrice exprimant combien elle souhaite qu'il reste dans son établissement. Lorsque la rencontre touche à sa fin,
La directrice se lève pour partir. Avant de quitter les lieux, elle fait une dernière proposition. Si Lindsay Chen accepte de rester au lycée de Shanghai, elle réalisera n'importe laquelle de ses demandes. Profitant de l'occasion, Lindsay Chen énonce sa seule condition. Shen Qing'an doit rester dans la même classe que lui. La directrice jette un regard à une Shen Qing'an nerveuse et confirme son nom. Sans hésiter, elle accepte. Avec un sourire, elle leur dit de se présenter ensemble au lycée de Shanghai pour la nouvelle rentrée scolaire. Fous de joie, Lindsay Chen et Shen Qing'an la remercient chaleureusement. L'avenir de leur scolarité assuré, Lindsay Chen participe à son dernier tournoi d'arts martiaux de collège. Comme prévu, sa puissance écrasante mène facilement son équipe vers un nouveau championnat. Il décide alors d'utiliser l'argent du prix pour enfin débloquer le codex de l'ombre fantôme du calmar. Il n'était plus qu'à 20% de l'achèvement et cette récompense suffisait à remplir complètement la barre de progression. Incertain de ce qui pourrait se produire, il se rend dans une forêt isolée à l'extérieur de Shanghai par précaution. Sans perdre de temps, il commence à absorber l'essence vitale de la dernière portion de chair de calmar. Une puissante énergie bleue l'entoure, tandis qu'une notification du système confirme qu'il absorbe une grande quantité d'essence. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il ressent une ultime poussée de puissance. Et la barre de progression du codex atteint 100%. Une nouvelle notification annonce qu'il a débloqué le codex de l'ombre fantôme du calmar et obtenu un nouvel attribut biologique, la bénédiction d'affinité liquide. Cette capacité renforce son affinité avec l'eau, lui permettant de se déplacer librement et même de disparaître dans des environnements aquatiques. Cependant, une fois la puissance stabilisée, il reste debout dans la forêt silencieuse, tenant les tentacules inertes du calmar, avec l'impression que cette nouvelle capacité est un peu décevante. Toujours insatisfait, Lindsay Chen décide de tester cette capacité dans un étang voisin. Il découvre quelques avantages à sa bénédiction d'affinité liquide. Il peut rester longtemps dans l'eau sans que sa peau se plisse, et la natation devient bien plus facile grâce à une résistance réduite. Cependant, aucun autre effet notable ne se manifeste. Assis dans l'eau, il se raisonne. Puisque l'ombre fantôme du calmar est une créature de bas niveau, il est logique que la capacité ne soit pas très puissante. Il en conclut que, pour obtenir de meilleurs attributs, il devra soit économiser pour acheter de la viande de bête d'un grade supérieur, soit devenir assez fort pour chasser lui-même de puissantes bêtes mutantes sauvages. Le souvenir des gigantesques rats mutants terrifiants renforce sa détermination. Il serre les poings, décidé à devenir plus fort. Avec moins d'une semaine avant la rentrée, la mère de Lindsay Chen et la famille de Shen Qing'an décident de partir en voyage. Pour mieux étudier sa nouvelle affinité avec l'eau, Lindsay Chen propose qu'ils aillent à la plage. Debout dans l'océan, Shen Qing'an frissonne et se plaint que l'eau de mer est glaciale. Lindsay Chen, en revanche, se sent parfaitement à son aise. Il l'encourage à s'habituer doucement, puis plonge et se met à nager avec une vitesse stupéfiante. À mesure qu'il se déplace, le système le récompense avec des points de statistiques pour la nage et la plongée. Depuis le rivage, une Shen Qing'an nerveuse l'appelle et lui demande de lui apprendre à nager. Lindsay Chen sort la tête de l'eau, se souvenant soudain que son ami d'enfance ne sait pas encore nager. Il commence alors patiemment à lui enseigner les bases. La connaissant, il pense qu'elle aura du mal, vu son talent sportif moyen. Pourtant, Shen Qing'an le surprend. Elle s'exclame avec enthousiasme que nager est bien plus simple qu'elle ne l'imaginait et qu'elle a tout de suite compris, plongeant sans effort. Elle nage avec grâce et refait surface, stupéfaite de pouvoir plonger sans aucune instruction. Lindsay Chen la regarde abasourdie, tandis qu'une étrange aura bleutée semble se dégager d'elle. Lorsqu'elle refait surface, elle exprime son émerveillement. Elle explique qu'ouvrir les yeux sous l'eau ne lui pique pas du tout. Au contraire, elle trouve la sensation agréable et rafraîchissante. Ces mots plongent Lindsay Chen dans une profonde réflexion. Il l'observe s'éloigner à la nage, trouvant la situation anormale. Même avec une affinité naturelle pour l'eau, elle n'aurait pas dû maîtriser toutes ces techniques si vite. Une pensée fulgurante lui traverse l'esprit. Il se souvient de son problème d'énurésie lorsqu'elle était nerveuse. Et si cette faiblesse n'était en réalité que la preuve d'une puissante affinité innée avec l'eau? Cette idée l'excite. Il devient convaincu que Shen Qing'an pourrait posséder un corps de cultivation spécial, comme dans les romans de Xiangxia que ses parents lisent. Pour vérifier sa théorie, il continue de plonger. Ses performances le laissent encore plus stupéfait tandis qu'ils explorent le monde sous-marin.
Il note qu'ils ont retenu leur souffle pendant plus de 10 minutes. Un exploit incroyable pour une débutante comme Shen Qing'an. Alors qu'il nage, l'expression de Shen Qing'an change soudainement. Un étrange son tourbillonnant commence à vibrer dans l'eau autour d'elle. Tous deux lèvent la tête pour trouver l'origine du bruit. Ils remontent rapidement à la surface et Shen Qing'an pousse un cri tandis que l'eau bleutée lui en tourbillonnant autour d'elle. Plus tard dans la soirée, alors qu'il marche le long de la plage, Lin Zichen lui demande ce qui s'est passé. Tremblante, elle explique que sous l'eau, elle entendait des sons étranges et inquiétants tout près de son oreille. Il tente de la rassurer et lui demande quel genre de son elle a entendu. Elle lui avoue qu'elle ne comprenait pas la langue, mais que c'était une voix de femme résonnant sans arrêt jusqu'à ce qu'elle remonte à la surface. Pour calmer Shen Qing'an, encore effrayée, Lin Zichen la ramène à leur chambre d'hôtel. Plus tard, il cherche en ligne des informations sur cette mystérieuse voix féminine, mais ne trouve rien. Troublé et incapable de dormir, il canalise son agitation dans l'entraînement. Alors qu'il effectue 1000 abdos lestés, une soudaine montée d'énergie le traverse. Une notification du système annonce que ses efforts ont porté leurs fruits. Il est passé au rang ordinaire de niveau 5. Surpris, mais satisfait, il évalue sa nouvelle force et se rend compte qu'à ce stade, il est assez puissant pour rivaliser avec un rat mutant adulte. Un éclat de détermination brille dans ses yeux, alors qu'il serre les poings, convaincu qu'arracher ces créatures en morceaux à main nue n'est plus un rêve. Impatient de tester ses nouvelles limites, il se rend sur la plage déserte au milieu de la nuit. Le gain de statistiques est impressionnant. Son temps aux 100 mètres est désormais de 3 secondes 64 et son saut vertical atteint 6 mètres 98. Pour tester sa force, il soulève une voiture de 1600 kg d'une seule main. Avec ces nouveaux progrès, la vie de Lin Zichen entre dans une nouvelle phase. Les vacances se terminent et lui ainsi que Shen Qing'an commencent le lycée à Shanghai High. Le premier jour, ils arrivent en avance pour assurer leur tour de service en classe. 2 nouvelles camarades de classe le reconnaissent immédiatement et tout en chuchotant avec excitation, s'émerveillent de sa beauté et de leur chance d'être de service avec lui. Alors qu'il est surpris de voir ses camarades le connaître déjà, quelque chose d'encore plus inattendu se produit. Accomplir ce simple service de classe déclenche une nouvelle quête du système. L'exploit consiste à réaliser 1000 tâches en coopération pour obtenir un nouvel attribut biologique, animal social. En nettoyant la salle avec Shen Qing'an, il se demande quel sera l'effet de ce nouvel attribut. Comme l'année scolaire ne fait que commencer, il profite de l'occasion pour se rendre au Mammoth Supermarché après les cours. Désormais, avec le codex du calmar ombre spectrale débloqué, il sait qu'il est temps de choisir une nouvelle cible pour son pouvoir. En parcourant la section des viandes de bêtes, il s'arrête soudainement devant un nouvel article. Dans l'une des vitrines réfrigérées se trouve la tête empaquetée d'un gigantesque aigle sauvage, affiché au prix de 1998 yuan le djinn. Un sourire avide se dessine sur son visage tandis qu'il saisit le paquet, son choix déjà arrêté. Ce sera sa prochaine cible. L'aigle sauvage est une bête aberrante d'un rang supérieur au calmar ombre spectrale. Sa vision est incroyablement puissante, 30 fois plus perçante que celle d'un humain normal, faisant de lui un prédateur redoutable, capable de repérer et capturer les proies les plus rapides avec une précision effrayante. De retour dans sa chambre, Lin Zichen observe la viande de l'aigle. Il conclut que débloquer son guide est un objectif digne d'intérêt, car sa vision améliorée offrirait un avantage colossal en combat. Il remarque aussi que, malgré son prix élevé de 1998 yuan le djinn, cela reste l'une des options les plus abordables. Il pose sa main sur la viande, et une énergie bleutée l'entoure, tandis que le système confirme qu'il vient de dévorer une trace de l'essence vitale de l'aigle sauvage, débloquant 1% de son guide. Après quelques calculs, il réalise qu'un djinn de viande n'offre qu'1% de progression. Il lui faudra donc dépenser plus de 200 000 yuan pour débloquer complètement le guide. Mais il se rappelle que les prix des tournois de lycée sont bien plus élevés que ceux du collège. Animé d'une nouvelle détermination, il se promet de redoubler d'efforts dans les compétitions afin de réunir l'argent nécessaire et d'achever le codex de l'aigle sauvage avant sa 2e année. Ainsi commence la vie lycéenne de Lin Zichen à Shanghai High. Le premier jour, les professeurs se présentent. Le professeur d'arts martiaux et professeur principal, le professeur de modification mécanique, celui de fusion génétique et celui de survie en milieu sauvage. Après leur présentation, ils invitent les élèves à se présenter à leur tour. Plusieurs passent en premier.
Une fille aux longs cheveux violets, Chu Yutong, déclare que sa spécialité réside dans les arts. Elle est suivie par une énergique fille aux cheveux roses, Jong Yija, qui partage sa passion pour l'animation japonaise, le cosplay et le sport. Ensuite, un garçon nommé Peng Guaguang dit qu'il aime passer son temps à jouer aux jeux vidéo chez lui. Puis vient le tour de Shen Qinghan. Devenue le centre de l'attention, elle se sent extrêmement nerveuse. Le visage rouge, elle parvient tout de même à dire qu'elle s'appelle Shen Qinghan, qu'elle aime dessiner et qu'elle compte sur l'aide de tout le monde à l'avenir. Enfin, c'est au tour de Lin Zichen. Son introduction est la plus courte et la plus directe. Il se lève simplement, donne son nom et demande le soutien de ses camarades. Après les présentations, le temps s'écoule rapidement. Une nouvelle élève aux cheveux bruns s'approche de Shen Qinghan, qui semble surprise. La jeune fille lui demande son score à l'examen d'entrée. Shen Qinghan répond, un peu nerveuse, qu'elle a obtenu 709 points avant de demander le score de la nouvelle venue, Chu Rui. Impressionnée, celle-ci s'exclame que Shen Qinghan a plus de 10 points de plus que son propre score de 698. Chu Rui demande ensuite ses résultats en éducation physique, avouant qu'elle n'a eu que 95 sur 100. La question met Shen Qinghan extrêmement mal à l'aise. Elle balbutie que ses résultats n'étaient pas terribles, paniquant intérieurement car son maigre score de 79 avait failli l'empêcher d'entrer dans la classe d'élite. Elle n'ose pas le dire à voix haute. Sans se rendre compte du malaise, la tenace Chu Rui continue de deviner si elle avait eu 94 ou 93. Baissant la tête de honte, Shen Qinghan finit par murmurer que son score est encore plus bas. Chu Rui continue de proposer des notes dans les bas 90, rendant Shen Qinghan encore plus confuse. Soudain, une main s'abat sur le bureau entre elles, faisant sursauter Chu Rui. C'est Lin Ziqian. Il se penche avec aisance et demande à la jeune fille, encore toute troublée, s'il peut l'ajouter sur WeChat. Surprise et ravie qu'un garçon aussi séduisant s'intéresse à elle, elle accepte avec empressement. Depuis sa place, Shen Qinghan pousse un soupir de soulagement, reconnaissante à Lin Ziqian de l'avoir tirée de cette situation embarrassante. Lin Ziqian se tourne ensuite vers un autre camarade, Heyu, et lui propose aussi d'échanger leurs contacts. Après les avoir ajoutés, il crée un groupe de discussion à 4. Une notification du système confirme aussitôt qu'il a créé un groupe complétant une autre tâche coopérative. Sa progression pour l'exploit animal social atteint désormais 2 sur 1000. Il se dit que cette quête est étonnamment simple. Après la création du groupe, les 4 nouveaux amis commencent à se découvrir. Heyu révèle qu'il vient de la ville voisine de Nanyuan et qu'il est issu d'une prestigieuse famille d'arts martiaux qui dirige un dojo. Il se vante même d'avoir décroché la 8e place lors de la compétition de jeunesse en arts martiaux de Nanyuan. Chu Rui partage que sa famille possède une chaîne de magasins de vêtements, ce qui explique leur aisance financière. Après que Lin Ziqian et Shen Qinghan ont eu aussi parlé de leurs origines, les 4 se lient rapidement d'amitié. Alors qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise, Heyu leur demande de deviner qui est l'élève le plus fort de leur classe. Chu Rui pointe immédiatement Lin Ziqian, supposant que ce doit être lui, puisqu'il était le meilleur de tout le district à l'examen d'entrée. Cela surprend Heyu, qui ignorait que son nouvel ami avait un tel palmarès. Toutefois, Lin Ziqian répond avec humilité que le meilleur score ne signifie pas forcément être le plus fort. Il révèle alors un fait surprenant. Le directeur avait dépensé beaucoup d'argent pour recruter 2 élèves exceptionnellement puissants de Nanyuan pour leur classe. Heyu les désigne alors. Le premier est un garçon aux cheveux blonds, Wang Shuoji, classé 3e de toute la ville de Nanyuan, capable de courir le 100 mètres en 7 secondes 98. Le second est un grand garçon musclé, Liu Gang, doté d'une force naturelle impressionnante et capable de soulever une barre de 300 kg d'une seule main. Shen Qinghan et Chu Rui en restent bouche bée, à la fois impressionnés et intimidés. Lin Ziqian, quant à lui, reste parfaitement calme. Au fond de lui, il se moque des résultats des autres, sachant qu'il avait déjà dépassé ses chiffres lorsqu'il était encore à l'école primaire. Bientôt, la cloche sonne de nouveau. La prochaine leçon consiste à distribuer les manuels. Pour ce semestre, il y a 4 matières principales: arts martiaux, fusion génétique, modification mécanique et survie en milieu sauvage. Comme Lin Ziqian avait déjà tout étudié par lui-même, il décide de profiter de ce temps libre pour s'isoler et s'entraîner. En pleine séance, ses pensées dérivent vers les menaces plus importantes. Il se rappelle que le dangereux culte du dieu Rat reste actif. La police n'a capturé que quelques hérétiques de bas niveau, mais le redoutable roi Rat, leur chef, est toujours en cavale.
Cette réalité sombre ne fait qu'alimenter sa détermination. Il serre les poings, décidé à accroître sa puissance au plus vite et à atteindre au moins le 6e niveau, un seuil qu'il estime suffisant pour pouvoir affronter le roi rat. La première séance pratique concerne la survie en milieu sauvage. Le professeur, Shi Chengbei, rassemble les élèves dans un coin boisé et leur demande si quelqu'un sait allumer un feu en frottant du bois. Il marmonne même que c'est une compétence inutile. À la surprise générale, Wang Xiujie et Liu Gang s'avancent et parviennent à allumer un feu en utilisant cette méthode primitive. Impressionné, le professeur leur demande où ils ont appris cela. Liu Gang explique qu'il a appris au cours d'un camp d'été, tandis que Wang Xiujie affirme s'être formé seul en regardant des vidéos sur Internet. Une fois l'exercice terminé, Lin Ziqian enseigne facilement la même technique à son petit groupe, qu'il assimile rapidement. Plus tard, lors du cours d'arts martiaux, le professeur Yao Yuanfeng annonce qu'il va leur apprendre une technique spéciale de respiration et de cultivation. Une fois encore, Wang Xiujie et Liu Gang s'exclament bruyamment qu'ils la connaissent déjà et se lancent dans une démonstration maladroite mais réussie. Lin Ziqian, qui maîtrise déjà ces techniques, choisit de rester discret et de garder un profil bas. Ainsi, un mois s'écoule sans événement majeur, jusqu'au jour où, durant le cours de modification mécanique, le professeur Cai Yuanfei annonce un test pour évaluer leur progrès. Pour les motiver, il révèle qu'il y a des récompenses en argent pour les 3 premiers, 888 yuan pour le premier, 666 pour le deuxième et 333 pour le troisième. Les yeux de Lin Ziqian s'illuminent. Cette somme est presque suffisante pour acheter une demi-livre de la précieuse viande d'aigle géant sauvage. Tout le monde surmotivé, l'examen commence. Par coïncidence, le professeur de fusion génétique, Liu Duren, a eu la même idée et propose lui aussi un examen surprise avec la même grille de récompense. Après ces 2 épreuves particulièrement difficiles, les élèves sont épuisés. Yu s'effondre sur son bureau en gémissant. Les autres élèves se plaignent de la difficulté des questions. Une fille soupire qu'elle espérait atteindre 90, mais qu'elle aurait de la chance si elle réussit tout juste avec 60. Alors que les plaintes fusent, Wang Xiujie et Liu Gang se mettent à se vanter ouvertement. Liu Gang demande à Wang Xiujie comment il s'en est sorti. Ce dernier répond sûr de lui qu'il devrait avoir environ 95, car seule la dernière partie de la question finale lui a posé problème. Liu Gang hoche la tête, disant qu'il est dans la même situation. En les écoutant, Yu les fusille du regard, les poings serrés, brûlant d'envie de leur coller un coup de poing. Le professeur annonce alors les résultats du test de modification mécanique. Il égrène les notes. Guo Yunling a obtenu 52 points, tandis que Shen Qinghan a réussi avec 61. Folle de joie, Shen Qinghan se précipite pour dire à Lin Ziqian qu'elle a réussi, et il la félicite chaleureusement pour ses efforts. Le professeur poursuit en annonçant que Yu a obtenu un excellent score de 88 points. Ses amis le félicitent, et il répond modestement qu'il a juste eu de la chance, promettant de les inviter à manger avec sa récompense de 3e place de 333 yuan. Ensuite, le professeur confirme que Liu Gang et Wang Xiujie ont bien eu 95, comme il l'avait prédit, les félicitant d'être passés à une seule question du score parfait. Wang Xiujie déclare fièrement qu'avec 10 minutes de plus, il aurait pu résoudre le dernier problème, et Liu Gang approuve. Yu, frustré de les entendre se vanter, se console en se disant que la 3e place reste à lui. Mais le professeur révèle alors un résultat qui choque toute la classe. Malgré la difficulté de l'examen, un élève a obtenu un score parfait, Lin Ziqian avec 100 points. Stupéfait, Wang Xiujie et Liu Gang crient que c'est impossible. Toute la classe éclate en applaudissements. Même Yu, vaincu, se joint à l'enthousiasme, reconnaissant que Lin Ziqian joue dans une autre catégorie. Shen Qinghan et Shu Rui fêtent sa victoire comme celle de tout Shanghai. Mais Lin Ziqian ne se laisse pas griser par les louanges. Son attention reste sur la récompense. Il lève la main et demande au professeur Cai quand seront distribués les 888 yuan de la première place. Le professeur promet de les envoyer plus tard, tout en trouvant amusant l'obsession de Lin Ziqian pour l'argent. 1 heure plus tard, les résultats de l'examen de fusion génétique tombent. Le professeur Cai Yuanfei lit les notes. Cette fois, le duo de Nanyuan n'a pas brillé autant. Liu Gang a obtenu 81 et Wang Xiujie 83. De bons résultats, mais ils affichent clairement leur déception. À l'inverse, Shen Qinghan réalise un excellent 78, se hissant dans le top 5 et fêtant avec Shu Rui.
À la stupéfaction générale, Lin Ziqian décroche une nouvelle fois un score parfait et rafle encore la récompense. Cette seconde victoire écrasante porte un coup terrible au moral de He Yu, Wang Xiuji et Liu Gang, laissés complètement abattus. Incapables d'accepter leur défaite, Wang Xiuji et Liu Gang vont jusqu'à suggérer que Lin Ziqian connaissait les réponses à l'avance. Le professeur Cai Yuanfei les interrompt sèchement, affirmant que c'est impossible. Il précise qu'il a personnellement rédigé chaque question et que les réponses ne sont disponibles nulle part en ligne, rendant toute tricherie exclue. Les deux élèves en restent muets. Le reste de la classe, en revanche, ne se prive pas de se moquer. He Yu et Su Rui éclatent de rire, ridiculisant Wang Xiuji et Liu Gang pour leur mauvaise foi. He Yu les traite de honte pour la ville de Nanyuan, et Su Rui ajoute que les gens sans éducation et disgracieux sont toujours ceux qui posent le plus de problèmes. Après le déjeuner, l'examen pratique de survie en milieu sauvage commence. Le professeur Su Chengbei explique que les récompenses sont identiques, avec des primes en argent pour les 3 premiers. L'épreuve se divise en 3 parties: escalade, natation et allumage d'un feu par friction. Humiliés par leurs échecs aux épreuves théoriques, Wang Xiuji dit à Liu Gang qu'ils doivent se racheter durant ces tests pratiques. Liu Gang acquiesce et tous deux lancent un regard noir à Lin Ziqian, bien décidés à l'écraser et laver leur humiliation. L'examen commence par l'épreuve d'escalade, où la vitesse détermine le vainqueur. Comme prévu, les capacités physiques supérieures de Lin Ziqian lui permettent de dominer sans effort. Il grimpe le mur avec une rapidité impressionnante, laissant le duo de Nanyuan loin derrière et s'assurant la première place. L'épreuve de grimpe d'arbre se termine de la même façon. Lin Ziqian prend à nouveau la première place, tandis qu'un Wang Xiuji dépité se plaint de ne même pas avoir eu le temps d'apercevoir son ombre. Malgré ses victoires, Lin Ziqian garde en tête sa véritable inquiétude, Shen Qing'an. Comme il s'y attendait, elle peine à l'épreuve d'escalade et termine dernière. Cependant, il ne s'inquiète pas outre mesure. Il sait que son véritable talent se révèle dans l'eau et il est convaincu qu'elle retrouvera sa confiance lors de l'épreuve de natation. Vient ensuite l'épreuve d'allumage du feu. Les yeux rivés sur la récompense en argent, Lin Ziqian sait qu'il doit continuer à écraser le duo de Nanyuan. Il commence l'épreuve avec une concentration et une rapidité extrême, parvenant à allumer un feu en seulement 58 secondes. Wang Xiuji et Liu Gang le regardent, bouche bée, incapables de comprendre comment il peut tout faire si vite, abasourdis par la vitesse de ses mains. La dernière épreuve de survie en milieu sauvage est celle de la natation. Cette fois, c'est Shen Qing'an qui brille. Puisant dans son affinité naturelle avec l'eau, elle nage avec une vitesse impressionnante, écrasant sans effort le duo de Nanyuan et portant un coup fatal à leur confiance déjà fragile. Wang Xiuji reste sous le choc, incapable de comprendre comment Shen Qing'an peut soudain montrer une telle puissance dans l'eau, au point de croire qu'il hallucine. Après l'examen, Wang Xiuji et Liu Gang, défaits, restent silencieux pendant un long moment. Mais ce silence ne dure que jusqu'au déjeuner. L'après-midi, l'épreuve finale de l'art martial commence. Le professeur Yao Yuanfeng annonce qu'il est temps de tester leur progrès avec une compétition de combat. Les 3 meilleurs recevront des prix, ce qui motive toute la classe. Pour Wang Xiuji et Liu Gang, l'espoir renaît. Déterminés, ils se promettent de regagner leur fierté. Ils se disent que cette fois, c'est le cours d'art martial. La condition physique et la technique de combat sont ce qui compte vraiment. Ils pensent que si Lin Ziqian est faible dans ce domaine, ses autres résultats ne veulent plus rien dire. Avant les duels, le professeur fait passer à tout le monde un test physique en guise d'échauffement. Sprint sur 100 mètres, soulevé d'haltères à une main et saut vertical. Lin Ziqian, se retenant pour ne pas trop se faire remarquer, livre tout de même une performance incroyable. Il court le 100 mètres en 7 secondes 78, soulève une barre de 330 kilos d'une seule main et atteint 2,18 mètres au saut vertical. Il obtient la première place dans les 3 épreuves, prenant soin de ne battre le duo de Nanyuan que de peu. Une fois de plus, il reste stupéfait. Wang Xiuji n'arrive pas à comprendre comment Lin Ziqian peut être plus rapide que lui, tandis que Liu Gang reste interdit devant une telle force venant d'un garçon qui n'a pas l'air si musclé. Tentant de se ressaisir, Wang Xiuji rappelle à Liu Gang qu'échouer au test physique ne signifie pas perdre le combat. La technique compte aussi. Il se persuade que leur meilleure maîtrise technique leur donne une chance. Après les tests, tout le monde se rend sur l'aire de duel pour les combats. Désireux de compléter son objectif de survie du plus fort, Lin Ziqian entre dans l'arène le premier.
Mais après ses exploits, personne n'ose le défier. Même Wang Xiujie et Lu Gang préfèrent observer avant de se lancer. Voyant que la situation traîne, le professeur intervient. Il appelle un élève nommé Lu Wei et lui ordonne d'affronter Lin Zichen. Les deux se font face, mais le combat est terminé avant même d'avoir commencé. Pour gagner du temps, Lin Zichen l'envoie voler d'un seul coup de poing. Puis, il enchaîne rapidement les autres adversaires, terrassant toute la classe avec la même efficacité brutale. Devant ce spectacle, Wang Xiujie et Lu Gang sombrent dans le désespoir. Wang Xiujie réalise avec horreur que Lin Zichen est bien plus fort qu'il ne l'avait imaginé et qu'il s'était probablement retenu pendant le test physique. Il se demande comment quelqu'un pourrait rivaliser avec un tel monstre. Alors que leur morale est au plus bas, Yu bondit soudain dans le ring, hurlant le nom de Lu Gang. Il le pointe du doigt et déclare qu'il est parfaitement échauffé et à son apogée, le défiant sur le champ. Pressé d'évacuer sa frustration, Lu Gang accepte sans hésiter. Il se dit que s'il n'a pas confiance face à Lin Zichen, il peut au moins vaincre Yu, jurant de l'écraser en 30 secondes. Yu pousse un cri de guerre et se jette sur lui. Les deux échangent des coups à toute vitesse, mais la différence de puissance est évidente. Lu Gang attrape aisément le coup de pied de Yu, le fait tournoyer grâce à sa force supérieure, puis le projette hors du ring. Yu s'écrase lourdement, vaincu et vomissant. Lu Gang, triomphant, toise son camarade et lui accorde un demi-compliment. Il admet que sa technique physique est la meilleure de la classe, mais conclut avec arrogance qu'il reste malgré tout le plus fort. Après sa victoire, Lu Gang voit Lin Zichen s'avancer vers lui. Celui-ci le défie calmement en duel. Intérieurement, Lin Zichen voit là une occasion parfaite de progresser dans sa quête d'objectifs. Encore galvanisé par sa victoire, Lu Gang esquisse un sourire et accepte, déclarant qu'il n'a pas peur. Il passe aussitôt à l'offensive avec un coup de poing puissant. Mais l'écart entre eux est flagrant. Lin Zichen esquive avec une vitesse fulgurante, laissant même des images rémanentes derrière lui. Avant que Lu Gang ne comprenne ce qu'il s'est passé, Lin Zichen riposte d'un coup de pied éclatant. L'attaque touche en plein dans le dos de Lu Gang, qui est projeté hors du ring, vaincu en un seul coup. Avec les deux membres du duo de Nanyuan complètement écrasés, les autres élèves se mettent à provoquer le dernier encore debout. Il crie à Wang Xiujie s'il compte venger son ami et lui rappelle que l'honneur de Nanyuan repose désormais entièrement sur ses épaules. Il le chambre en lui disant de ne pas se dégonfler. Agacé, Wang Xiujie les rabroue et affirme qu'il comptait de toute façon se battre. Il se précipite dans le ring pour faire face à Lin Zichen. Se tenant devant cet adversaire terrifiant, il se donne du courage. Ce qui doit arriver, arrivera, et il doit trouver un moyen de le vaincre. Déterminé à gagner, Wang Xiujie hurla qu'il allait donner tout ce qu'il avait et se rua sur Lin Zichen dans une attaque furieuse. Pourtant, son effort fut vain. Lin Zichen arrêta son poing d'une seule main, avec une aisance désarmante, puis contre-attaqua d'un coup unique et dévastateur, qui projeta Wang Xiujie en arrière, la tête en bas. Il s'écrasa lourdement sur le sol du gymnase, inconscient, de la bave aux lèvres, vaincu aussi facilement que tous les autres avant lui. Avec le duo de Nanyuan mis hors de combat, Lin Zichen s'occupa méthodiquement du reste des garçons de la classe, les mettant à terre l'un après l'autre avec la même efficacité implacable. Une fois tous les élèves masculins battus, il consulta son système. Il nota que, selon les règles de l'accomplissement, la survie du plus fort, terrasser plusieurs fois la même personne ne comptait qu'une seule victoire. Cela signifiait que ses seuls adversaires restants étaient désormais les filles de la classe. Il se demanda si l'une d'elles accepterait seulement de l'affronter. À sa totale surprise, les filles se montrèrent plus qu'enthousiastes. Une foule de ses camarades féminines se rassembla, les joues rougies, lui lançant des cœurs avec les mains, toutes impatientes d'avoir une chance de combattre contre lui. La première à se porter volontaire fut Chu Yutong, qui leva la main avec excitation pour le défier. Elle bondit dans le ring et attaqua avec une vitesse et une agilité surprenantes. Mais Lin Zichen jouait dans une autre dimension. Il esquiva son assaut sans effort, ce qui poussa Chu Yutong à s'exclamer sur son incroyable rapidité. Elle retomba avec grâce, déçue d'avoir été si proche sans même parvenir à le toucher. Contre toute attente, après sa défaite, les autres filles se portèrent elles aussi volontaires, une à une. Bien sûr, Lin Zichen retint largement sa force face à elle. Son objectif principal n'était pas de les blesser, mais simplement de remporter les duels officiels et de progresser dans sa quête d'accomplissement le plus rapidement possible. Bientôt, il eut fini d'affronter toutes les filles de sa classe.
S'il avait vaincu chaque élève, il restait cependant encore loin d'achever sa mission. Il ressentit une légère déception. Mais son humeur changea aussitôt lorsque son professeur Yao Yuanfeng annonça une bonne nouvelle. Celui-ci félicita la classe et leur rappela qu'en tant qu'élève d'élite, ils devaient apprendre à défier plus fort qu'eux. Puis, il leur révéla que dans un mois, leur classe affronterait la plus puissante des classes ordinaires de deuxième année, et qu'il attendait d'eux qu'ils soient prêts. Lin Zichen, qui s'impatientait de ne pas trouver assez d'adversaires pour avancer dans sa quête de survie du plus fort, exulta. Un nouveau défi venait de frapper à sa porte, un véritable cadeau du ciel. Après la fin du cours, Lu Gang, désormais bien plus humble, s'approcha de lui. Il reconnut avoir sous-estimé l'école et déclara qu'à partir de maintenant, il considérerait Lin Zichen comme son rival pour les 3 prochaines années. Lin Zichen comprit qu'avec les projets du professeur de défier sans cesse d'autres classes, achever son accomplissement en une seule année n'était peut-être pas impossible. Wang Xiujie vint lui aussi l'affronter verbalement, jurant qu'il laverait l'humiliation de sa défaite avant l'obtention de leur diplôme. Mais Lin Zichen se concentrait davantage sur les bénéfices concrets. Il calcula qu'il avait déjà gagné plus de 3000 yuan grâce aux récompenses des examens. Cette somme l'enthousiasma. Il allait pouvoir acheter davantage de viande de bête. Il serra le poing, ignorant totalement le duo de Nan Yuan qui bouillait de rage face à son arrogance. Ce soir-là, dans sa chambre, il fit le point sur sa situation financière. Bien qu'il ait gagné de l'argent avec les prix, la somme restait loin d'être suffisante pour couvrir tous ses besoins en viande de bête. Pour en gagner davantage, il décida de suivre la voie de ses parents et s'inscrivit comme auteur de romans en ligne, débutant son aventure d'écrivain. Grâce à sa racine céleste de sagesse, son écriture se révéla exceptionnelle. Le lendemain matin, il découvrit dans ses messages une invitation à signer un contrat de la plateforme Yuiwen. Après avoir signé, une nouvelle de la journée attira son attention. Un terrible incident venait de se produire 2 heures plus tôt. Un gigantesque rat mutant avait attaqué un entrepôt frigorifique de viande aux abords de la ville. Le reportage détaillait l'horreur de l'attaque. Le rat mesurait plus de 5 mètres de long et se révéla si puissant qu'il déchiqueta un cyborg venu l'affronter. Dans un dernier acte désespéré, le cyborg activa son noyau d'énergie de secours pour s'autodétruire, emportant la créature avec lui. L'explosion fut titanesque, pulvérisant le rat mutant sur le champ. À la lecture de ces lignes, Lin Zichen fut horrifié. Il fixa la photo du monstre, glacé par l'effroi, se demandant combien d'autres de ces rats géants pouvaient bien se cacher dans la ville de Shanghai. Il s'interrogea également sur les lieux où de telles créatures pouvaient se tapir. Le jour du duel contre la classe ordinaire la plus forte de deuxième année arriva, et les élèves se rassemblèrent au gymnase du lycée de Shanghai. Avant le combat, le professeur Yao Yuanfeng réunit ses meilleurs combattants pour une réunion tactique. Il les avertit que, même si leurs meilleurs éléments étaient solides, la classe adverse restait globalement plus puissante et risquait d'adopter une stratégie défensive pour les épuiser. Il leur ordonna donc de remporter leurs affrontements le plus rapidement possible. À peine la réunion terminée, Lin Zichen se précipita vers le ring. Avide de défier de nouveaux adversaires pour progresser dans sa quête, il se porta volontaire pour combattre en premier. Son opposante fut une grande fille blonde de la classe de deuxième année. En voyant à qui elle faisait face, elle protesta aussitôt auprès de son professeur, soulignant que la classe d'élite avait envoyé son combattant le plus fort dès le départ. Elle affirma qu'elle était la plus faible de sa propre classe et demanda comment elle était censée l'affronter. Entendant cela, le professeur Yao Yuanfeng s'avance furieux vers l'enseignant adverse, un homme plus âgé qu'il appelle frère Feng. Avec colère, il l'accuse d'avoir brisé les règles tacites des affrontements entre classes, celles qui exigent que les élèves les plus faibles combattent en premier. Il exige de savoir pourquoi l'autre professeur a envoyé son élève le plus fort dès le premier combat. Pour trancher la dispute, Yao ordonne à Lin Zichen de descendre de l'estrade, lui disant qu'il pourra passer plus tard et de laisser la place aux élèves moins expérimentés. À contre-cœur, Lin Zichen obéit et recule. Le professeur désigne alors Zhong Yijia et lui intime de monter la première. Surprise, elle proteste qu'elle n'est pas prête. Saisissant l'occasion, Shen Qing'an fait un pas en avant. Elle se propose volontairement, affirmant que puisqu'elle est la plus faible, c'est à elle de commencer. Tremblante, Shen Qing'an pénètre dans l'arène pour affronter une grande fille blonde, visiblement intimidée. Sur le côté, ses camarades, dont Chu Rui et He Yu,
l'encouragent de toute leur force en criant son surnom, Han Han. Mais cette pression soudaine ne fait qu'accroître son angoisse. Le combat débute, et la blonde attaque aussitôt d'un coup de poing violent que Shen Qing'an parvient miraculeusement à bloquer. Bien qu'elle soit surpassée, elle ne cède pas. Elle sait qu'elle n'a aucune chance de gagner, mais se résout à tenir aussi longtemps que possible. Elle adopte une stratégie purement défensive, espérant user l'endurance de son adversaire. Contre toute attente, son plan fonctionne. Après 3 longues minutes, la blonde halète, surprise par la résistance de Shen Qing'an. Comprenant que si le duel continue, elle finira par s'épuiser, elle décide de conclure rapidement. Elle se rue en avant et assène un coup de poing décisif. L'impact projette Shen Qing'an au sol, vaincu. Lorsqu'elle se relève, le visage rougi par la honte, elle baisse la tête. Mais Yao Yuanfeng la félicite chaleureusement. Pouce levé, il lui dit qu'elle a très bien combattu et que sa stratégie défensive était des plus intelligentes. Lin Zichen, à son tour, s'approche et lui tapote doucement la tête pour la réconforter. Il lui dit qu'elle a accompli une belle prouesse. Avoir résisté plus de 3 minutes face à une aînée avec une année entière d'expérience en plus et qu'elle a fait d'immenses progrès. Rassuré, Shen Qing'an lève les yeux vers lui avec un sourire éclatant. Après sa défaite, une autre camarade, une fille aux cheveux bruns de la classe d'élite, monte dans l'arène. Constatant que son adversaire senior est déjà épuisé du combat précédent, elle croit avoir une chance et fonce à l'attaque. Elle lance un puissant coup de pied, mais la plus expérimentée esquive avec aisance et contre-attaque d'un direct au visage. En un instant, la brune est dominée, plaquée au sol, criant de douleur avant d'abandonner. Se tenant fièrement au-dessus d'elle, la senior la raille. Osait-elle vraiment mépriser la classe ordinaire en se jetant ainsi? Elle la nargue encore, lui rappelant que même si elle n'a pas son talent, elle a une année de pratique supplémentaire. Avec arrogance, elle la congédie, lui conseillant de revenir après 1 an d'entraînement supplémentaire. C'est alors que Qiu Rui s'avance, les yeux brûlants de détermination. Elle proclame qu'elle vengera Shen Qing'an et écrasera la senior. Redoutable combattante, Qiu Rui prouve aussitôt sa force. En un seul coup de poing foudroyant, elle terrasse son adversaire. Du bord du ring, Shen Qing'an bondit de joie, acclamant Qiu Rui et criant à quel point elle est incroyable. Mais Lin Zichen lui rappelle qu'elle aussi a été remarquable, expliquant que si Qiu Rui a pu gagner si facilement, c'est uniquement parce que Shen Qing'an avait déjà vidé la force de la senior. Un sourire radieux illumine alors le visage de Shen Qing'an. 2 heures plus tard, les combats se poursuivent et la classe d'élite a rattrapé son retard. Yao Yuanfeng s'avance vers le professeur de 2e année, frère Feng, et le provoque, soulignant qu'il ne lui reste plus que 4 combattants et qu'il est certain de remporter leur pari. Mais aussitôt, il se tourne vers ses élèves et les met en garde. Pas question de se relâcher. Il leur rappelle que la véritable puissance de leur classe repose sur leurs 4 meilleurs éléments. Lin Zichen, Wang Xiuji, Liu Gang et He Yu. Le véritable affrontement ne fait que commencer. À la suite de cette déclaration, He Yu est désigné pour entrer en lice. Craquant ses jointures avec un air déterminé, il bondit dans l'arène avec une pose théâtrale, frappant le sol du pied. En garde, il demande avec emphase à son adversaire senior s'il est prêt à affronter ses poings assoiffés de bataille. Le senior, un garçon aux cheveux bruns, ricane et lui conseille d'arrêter de se comporter comme un enfant dramatique. Piqué au vif, He Yu attaque aussitôt d'un coup de pied fulgurant qui envoie son adversaire s'écraser au sol, vaincu. Se tenant au-dessus de lui, He Yu le raille, lui demandant d'où lui vient tant d'assurance avec un niveau aussi pathétique, avant de le traiter de déchet. Alors qu'il savoure sa victoire, un autre senior bien plus redoutable, aux cheveux teintés de violet, fait irruption dans le ring. D'un regard froid, il accuse He Yu d'arrogance et le défie. Sans attendre, il fonce et lance un violent direct, jurant de lui apprendre ce qu'est la vraie intensité. À sa stupeur, He Yu esquive avec une vitesse fulgurante, esquivant sans effort. En retour, il assène un coup de pied dévastateur qui projette le senior hors du ring, inconscient. Voyant cela, Qiu Rui et Shen Qing'an éclatent de joie, hurlant des encouragements pour He Yu. Porté par son succès, He Yu enchaîne une série de victoires spectaculaires, battant plusieurs adversaires coup sur coup. Après avoir terrassé 5 combattants d'affilée, il se tient haletant, les épaules lourdes de fatigue. Pourtant, bravache, il clame qu'il est encore capable d'affronter 10 adversaires supplémentaires. Mais il est évident que ses forces s'amenuisent. Sa série victorieuse prend fin lorsqu'il est battu par son 6e opposant. Avec sa chute, la situation devient critique pour la classe d'élite.
Il ne leur reste plus que 3 combattants, tandis que la classe de deuxième année compte encore 13 membres. Vient alors le tour de Wang Shuji. Libérant toute sa puissance, il déchaîne une furie de coups de poing et de pied, enchaînant une impressionnante série de victoires et terrassant à lui seul 10 adversaires d'affilée. Cependant, la longue série de combats finit par peser lourdement. Lors de son 11e affrontement, Wang Shuji épuise finalement toutes ses forces et se fait vaincre. Après lui, Liu Gang prend le relais et en moins de 10 minutes élimine avec une efficacité redoutable 2 des meilleurs combattants de l'équipe adverse. Avec leurs adversaires réduits à un seul combattant, le professeur Yao Yuanfeng, un sourire suffisant aux lèvres, suggère à son rival, le professeur de deuxième année qu'il appelle frère Fang, d'abandonner purement et simplement. Mais celui-ci ne se laisse pas démonter. Il ricane et appelle son dernier élève, Wang Jinei. Il lui annonce que c'est à lui d'entrer en scène. Un nouveau challenger s'avance. Un élève immense, corpulent, qui domine Liu Gang de toute sa masse. Mais malgré sa carrure intimidante, Liu Gang n'est pas impressionné. Le jugeant comme un simple gros plus volumineux, il se précipite sans hésiter pour attaquer, convaincu de pouvoir l'écraser. Son poing vient s'abattre avec force sur l'énorme ventre de Wang Jinhei, mais à sa grande stupeur, le coup n'a absolument aucun effet. La sensation est étrange, comme s'il avait frappé du caoutchouc épais. Il recommence, enchaînant une pluie de coups rapides, mais tous s'éteignent, absorbés par l'épaisse couche de graisse de son adversaire. Bientôt, Liu Gang halète, épuisé, conscient que ses attaques sont inutiles. Son adversaire, impassible, n'ayant pas bougé d'un pouce, baisse les yeux vers lui avec un calme déconcertant. Il lui demande s'il a fini, car désormais, c'est son tour. Avant même que Liu Gang ne puisse réagir, Wang Jinhei l'empoigne par le cou avec une force écrasante. En un seul geste, sans le moindre effort, il le projette hors du ring, remportant la victoire et ne laissant plus qu'un seul combattant à la classe d'élite. Stupéfait par un tel colosse, le professeur Yao Yuanfeng s'écrie qu'il n'a aucun souvenir qu'un élève de deuxième année possède une telle puissance. Frère Feng ricane et explique que Wang Jinhei est un nouvel élève transféré en début de semestre. Puis, d'un ton narquois, il rappelle à Yao leur pari, lui faisant remarquer qu'il semble bien parti pour perdre et devoir payer le dîner de toute la classe adverse. Réalisant qu'il s'est fait piéger par cette arme secrète, le professeur Yao serre les poings de frustration, redoutant que même Lin Zichen ne soit incapable de vaincre ce monstre. Mais malgré ses doutes, il affiche un visage serein pour son dernier élève. Il pose une main rassurante sur l'épaule de Lin Zichen et lui dit que c'est son tour, l'encourageant à simplement donner le meilleur de lui-même sans trop se soucier de la victoire, car l'expérience en elle-même sera précieuse. Mais Lin Zichen se contente de sourire et lui répond avec assurance qu'il gagnera, laissant son maître sans voix. Lorsqu'il entre dans l'arène, Wang Jinhei le toise de haut, l'air méprisant. Il le rejette d'un ton condescendant, trouvant bien faible ce soi-disant dernier atout de la classe élite. Sur le côté, Shen Qing'an, Shu Rui et les autres filles de la classe hurlent des insultes contre Wang Jinhei, le traitant de gros arrogant et encourageant Lin Zichen à donner une leçon à ce porc mort. Agacé par les railleries, Wang Jinhei propose un handicap. Il annonce qu'il restera immobile et laissera Lin Zichen frapper 10 fois gratuitement. Il précise qu'il ne veut pas que Lin Zichen et ses petites admiratrices se plaignent ensuite qu'il ait abusé de sa force contre un plus faible. Lin Zichen accepte sans hésiter. Wang Jinhei lui dit d'y aller de toutes ses forces. Alors, sans la moindre hésitation, Lin Zichen concentre toute sa puissance et déclenche un seul coup de poing dévastateur contre l'abdomen massif de son adversaire. L'impact est si colossal qu'il propulse l'énorme Wang Jinhei en l'air, le faisant tournoyer avant de l'écraser au sol, assommé net. Un silence incrédule envahit les deux classes avant d'éclater en une immense clameur. Les élèves de la classe d'élite, en larmes de joie, célèbrent l'incroyable victoire de Lin Zichen. Quelques instants plus tard, Wang Jinhei reprend difficilement ses esprits, totalement désorienté. Il marmonne, hébété, se demandant où il est et comment un tel résultat peut exister, protestant que tout cela est illogique, contraire aux lois de la science. Après ce triomphe, le professeur de deuxième année s'approche de Yao Yuanfeng. Il reconnaît la puissance de Lin Zichen, comparant sa victoire en un seul coup à celle d'un ancien prodige nommé Wu Tiancheng. Yao Yuanfeng réplique que, certes, Lin Zichen est fort, mais qu'il n'atteint pas encore le niveau de Wu Tiancheng, expliquant que ce dernier était un véritable monstre, qui avait même fait trembler le directeur lorsqu'il était en première année. Ayant entendu le nom,
Lin Zichen s'avance et demande « Qui est ce Wu Tiancheng ?» Le professeur Yao lui explique avec excitation qu'il s'agissait d'un élève légendaire il y a quelques années. Alors qu'il n'était qu'en première année, il avait anéanti à lui seul toute la classe d'élite de troisième année, stupéfiant la direction de l'école. Il poursuit en énumérant les statistiques incroyables de Wu Tiancheng à l'époque. Un 100 mètres parcourus en 6 secondes 12, un saut vertical de 3 mètres 96 et un soulevé d'haltère à un bras atteignant 650 kg. Puis, il demande à Lin Zichen s'il est impressionné. Lin Zichen, un sourire nerveux aux lèvres, admet qu'il l'est un peu. Pourtant, intérieurement, il se dit que les exploits de Wu Tiancheng n'étaient guère supérieurs à la force qu'il possédait déjà durant les vacances d'été de sa 6e année. Le soir venu, la classe célèbre sa victoire au restaurant. Le professeur Yao Yuanfeng lève un verre de soda pour porter un toast. Il annonce joyeusement que, grâce à la victoire de Lin Zichen, le professeur de 2e année a dû honorer leur pari et payer le festin de toute la classe. Tous lèvent le verre dans un tonnerre d'acclamations en l'honneur de Lin Zichen. Pendant le dîner, ce dernier est entouré de ses camarades, parmi lesquels Heiyu et Shurui. Désormais célèbre au sein de l'école, tout le monde veut percer le secret de son entraînement et l'ajouter sur WeChat. Lin Zichen, lui, trouve cette soudaine attention plutôt étrange. Dans ce tumulte, il remarque pourtant une chose. Shen Qinghan, elle, n'a pas changé. Craignant qu'il ne manque de nourriture, elle dépose discrètement quelques mets dans son assiette. Mais au cours de la célébration, le visage de Shen Qinghan se fige, surpris. Troublée, elle se penche vers Lin Zichen et lui souffle qu'elle doit aller aux toilettes avant de s'éclipser à toute vitesse. Alors qu'elle s'éloigne, Lin Zichen songe qu'en dépit des changements, une habitude demeure. Lorsqu'elle est nerveuse ou excitée, son envie pressante de se rendre aux toilettes refait toujours surface. Dans les sanitaires, 2 de leurs camarades de classe bavardent. L'une d'elles se plaint. Shen Qinghan ne cesse de couver Lin Zichen comme une servante, versant son thé, décortiquant ses crevettes. L'autre renchérit, doutant qu'une fille aussi faible ait pu intégrer la classe d'élite autrement qu'en se comportant en courtisane à ses côtés. D'un ton cruel, elle ajoute que leur relation ne durera pas. Leurs différences de capacité les sépareront tôt ou tard. Cachée, Shen Qinghan entend chaque mot. Blessée au plus profond, elle tremble. Mais au lieu de fuir, elle se redresse et leur fait face. Avec une assurance nouvelle, elle déclare fermement qu'elle n'est pas une profiteuse, mais son amie d'enfance. Les 2 filles en restent interdites. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Lin Zichen perçoit sa mine sombre et lui demande ce qui ne va pas. Les yeux baissés, Shen Qinghan finit par se confier. Sa mère lui avait toujours assuré qu'elle cesserait un jour d'avoir des accidents. Pourtant, avoue-t-elle avec amertume, même aujourd'hui, elle doit porter des couches chaque nuit. Le cœur serré, elle relève la tête et murmure qu'elle se sent diminuée, incapable même de contrôler sa propre vessie. Lin Zichen la fixe alors avec gravité et répond d'une voix ferme qu'elle n'est pas handicapée. Posant doucement ses mains sur ses épaules, il lui assure que cette incapacité n'est autre qu'un pouvoir encore en sommeil. Les yeux ronds, Shen Qinghan lui demande si c'est vraiment un super pouvoir. Lin Zichen acquiesce et lui explique que son aisance naturelle dans l'eau en est déjà une manifestation. Fascinée, elle lui demande si ses propres talents proviennent eux aussi d'un pouvoir. Avec assurance, il lui confirme que oui, tout comme elle, lui aussi en possède un. Ravi, Shen Qinghan s'interroge alors sur la nature du sien. Lin Zichen la rassure. Quoi qu'il en soit, ce sera un pouvoir immense. Mais soudain, leur route est barrée. Une équipe spéciale, vêtue de combinaisons de protection, encercle un bâtiment. Un officier, porte-voix à la main, intime aux passants de reculer. Ils sont en pleine opération d'extermination de rats. L'agitation attire leur regard. À l'intérieur, un homme en tablier agite frénétiquement un balai pour repousser les rongeurs et les agents. Hurlant de désespoir, il supplie les officiers d'arrêter, les implorant de ne pas tuer ses frères. La douleur et la rage déforment ses traits tandis qu'il vocifère. Submergé par la fureur, il se jette sur les agents, criant qu'il se battra jusqu'à la mort. Shen Qinghan, stupéfaite, demande à Lin Zichen si l'homme a perdu la raison. Celui-ci acquiesce, pensant qu'il est sans doute atteint de troubles mentaux, bien qu'il trouve la scène désolante. Il conclut que certaines personnes sont simplement ainsi et qu'il vaut mieux rentrer. Plus tard, dans la maison familiale, Lin Zichen regarde les informations aux côtés de ses parents. À l'écran, la présentatrice rapporte la disparition inquiétante d'une jeune enseignante survenue la semaine précédente, toujours introuvable. Alarmée,
Zhang Wangxian, sa mère, s'exclame que c'est la 4e jeune femme à disparaître ce mois-ci. Mais son père, Lin Yansheng, la corrige. C'est la 5e. Les photos des disparus défilent, toutes jeunes et séduisantes. Un avertissement officiel est lancé, incitant les femmes à ne pas sortir seules la nuit. Inquiète, Zhang Wangxian intime à son fils de ne jamais laisser Shen Qing'an se déplacer seule. Lin Zichen lui sourit et promet de veiller sur elle. Pendant ce temps, dans un commissariat de Shanghai, l'homme du marché est placé en garde à vue. Un médecin en blouse blanche échange avec un officier. Celui-ci lui demande si, à son avis, l'individu est malade mental. Le médecin avoue son incertitude. Malgré ses tentatives, le suspect est resté muet. L'officier s'étonne. Quelques heures plus tôt, il n'arrêtait pas de hurler au marché. Soudain, ses yeux s'écarquillent, pris d'une effroyable réalisation. Lui et le médecin se retournent d'un même mouvement. L'homme, recroquevillé, est désormais entouré d'une aura sombre et menaçante. Sous leur regard horrifié, son corps se distord, se transformant en une monstruosité gigantesque, un rat aberrant, difforme et colossal. Terrifié, l'officier hurle dans sa radio, appelant désespérément des renforts et exigeant l'intervention d'une équipe de cyborgs. Sa voix tremble de panique. L'homme en salle d'interrogatoire est en train de se muer en une bête monstrueuse.